Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. Je m'appelle Lila, grande passionnée de littérature classique. Je vous propose de plonger avec moi dans les chefs-d'œuvre intemporels des plus grands auteurs, cette magie qui nous transporte à travers les époques et révèle les profondeurs de l'âme humaine. Installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par la beauté des mots et embarquez avec moi dans ces aventures littéraires. Notre voyage nous emmène dans une Espagne brûlante et sauvage, où un soldat perd pied face à une bohémienne insaisissable. Passion, jalousie, contrebande, une histoire d'amour dont les conséquences pourraient s'avérer tragiques. Carmen, Prosper Mérimée. J'avais toujours soupçonné les géographes de ne savoir ce qu'ils disent, lorsqu'ils placent le champ de bataille de Minda dans le pays des Bastuliponi, près de la moderne Monda, à quelques 2 lieues au nord de Marbella. D'après mes propres conjectures sur le texte de l'anonyme, auteur du Bellum Hispaniens, et quelques renseignements recueillis dans l'excellente bibliothèque du duc d'Osuna, je pensais qu'il fallait chercher aux environs de Montilla, le lieu mémorable où, pour la dernière fois, César joua quitte ou double contre les champions de la République. Me trouvant en Andalousie au commencement de l'automne de 1830, je fis une assez longue excursion pour éclaircir les doutes qui me restaient encore. Un mémoire que je publierai prochainement ne laissera plus, je l'espère, aucune incertitude dans l'esprit de tous les archéologues de bonne foi. En attendant que ma dissertation résolve enfin le problème géographique qui tient toute l'Europe savante en suspens, je veux vous raconter une petite histoire. Elle ne préjuge rien sur l'intéressante question de l'emplacement de Minda. J'avais loué à Cordoue un guide et 2 chevaux, et m'étais mis en campagne avec les commentaires de César et quelques chemises pour tout bagage. Certains jours, errant dans la partie élevée de la plaine de Cachna, harassé de fatigue, mourant de soif, brûlé par un soleil de plomb, je donnai au diable de bon cœur, César et les fils de Pompée, lorsque j'aperçus assez loin du sentier que je suivais, une petite pelouse verte, parsemée de joncs et de roseaux. Cela m'annonçait le voisinage d'une source. En effet, en m'approchant, je vis que la prétendue pelouse était un marécage où se perdait un ruisseau, sortant, comme il semblait, d'une gorge étroite entre deux au contrefort de la Sierra de Cabra. Je conclus qu'en remontant je trouverais de l'eau plus fraîche, moins de sangsues et de grenouilles, et peut-être un peu d'ombre au milieu des rochers. À l'entrée de la gorge, mon cheval hennit, et un autre cheval, que je ne voyais pas, lui répondit aussitôt. À peine eus-je fait une centaine de pas que la gorge, s'élargissant tout à coup, me montra une espèce de cirque naturel, parfaitement ombragé par la hauteur des escarpements qui l'entouraient. Il était impossible de rencontrer un lieu qui promît aux voyageurs une halte plus agréable. Au pied de rochers à pic, la source s'élançait en bouillonnant, et tombait dans un petit bassin tapissé d'un sable blanc comme la neige. 5 à 6 beaux chênes verts, toujours à l'abri du vent et rafraîchis par la source, s'élevaient sur ses bords, et la couvraient de leur épais ombrage. Enfin, autour du bassin, une herbe fine, lustrée, offrait un lit meilleur qu'on n'en eût trouvé dans aucune auberge à 10 lieues à la ronde. À moi n'appartenait pas l'honneur d'avoir découvert un si beau lieu. Un homme s'y reposait déjà, et sans doute dormait, lorsque j'y pénétrai. Réveillé par les hennissements, il s'était levé, et s'était rapproché de son cheval, qui avait profité du sommeil de son maître pour faire un bon repas de l'herbe aux environs. C'était un jeune gaillard de taille moyenne, mais d'apparence robuste, au regard sombre et fier. Son teint, qui avait pu être beau, était devenu, par l'action du soleil, plus foncé que ses cheveux. D'une main, il tenait le licol de sa monture, de l'autre une espingole de cuivre. J'avouerai que d'abord l'espingole et l'air farouche du porteur me surprirent quelque peu, mais je ne croyais plus aux voleurs, à force d'en entendre parler et de n'en rencontrer jamais. D'ailleurs, j'avais vu tant d'honnêtes fermiers s'armer jusqu'aux dents pour aller au marché, que la vue d'une arme à feu ne m'autorisait pas à mettre en doute la moralité de l'inconnu. Et puis, me disais-je, que ferait-il de mes chemises et de mes commentaires? Je saluai donc l'homme à l'espingole d'un signe de tête familier, et je lui demandai en souriant si j'avais troublé son sommeil. Sans me répondre, il me toisa de la tête aux pieds. Puis, comme satisfait de son examen, il considéra avec la même attention mon guide, qui s'avançait. Je vis celui-ci pâlir et s'arrêter en montrant une terreur évidente. Mauvaise rencontre, me dis-je, mais la prudence me conseilla aussitôt de ne laisser voir aucune inquiétude. Je mis pied à terre, je dis au guide de débrider, et, m'agenouillant au bord de la source, j'y plongeai ma tête et mes mains. Puis je bus une bonne gorgée, couché à plat ventre, comme les mauvais soldats de Gédéon. J'observais cependant mon guide et l'inconnu. Le premier s'approchait bien à contre-cœur.
L'autre semblait n'avoir pas de mauvais dessein contre nous, car il avait rendu la liberté à son cheval, et son espingole, qu'il tenait d'abord horizontale, était maintenant dirigée vers la terre. Ne croyant pas devoir me formaliser du peu de cas qu'on avait paru faire de ma personne, je m'étendis sur l'herbe, et d'un air dégagé je demandai à l'homme à l'espingole s'il n'avait pas un briquet sur lui. En même temps, je tirai mon étui à cigare. L'inconnu, toujours sans parler, fouilla dans sa poche, prit son briquet, et s'empressa de me faire du feu. Évidemment il s'humanisait, car il s'assit en face de moi, toutefois sans quitter son arme. Mon cigare allumé, je choisis le meilleur de ceux qui me restaient, et je lui demandai s'il fumait. « Oui monsieur, répondit-il. » C'étaient les premiers mots qu'il faisait entendre, et je remarquai qu'il ne prononçait pas le S à la manière andalouse, d'où je conclus que c'était un voyageur comme moi, moins archéologue seulement. « Vous trouverez celui-ci assez bon, lui dis-je en lui présentant un véritable régalia de la Havane. Il me fit une légère inclination de tête, alluma son cigare au mien, me remercia d'un autre signe de tête, puis se mit à fumer avec l'apparence d'un très grand plaisir. « Ah !» s'écria-t-il en laissant échapper lentement, sa première bouffée par la bouche et les narines, comme il y avait longtemps que je n'avais fumé. En Espagne, un cigare donné et reçu établit des relations d'hospitalité, comme en Orient le partage du pain et du sel. Mon homme se montra plus causant que je ne l'avais espéré. D'ailleurs, bien qu'il se dît habitant du partido de Montilla, il paraissait connaître le pays assez mal. Il ne savait pas le nom de la charmante vallée où nous nous trouvions. Il ne pouvait nommer aucun village des alentours. Enfin, interrogé par moi, s'il n'avait pas vu aux environs des murs détruits, de larges tuiles à rebord, des pierres sculptées, il confessa qu'il n'avait jamais fait attention à pareille chose. En revanche, il se montra expert en matière de chevaux. Il critiqua le mien, ce qui n'était pas difficile. Puis il me fit la généalogie du sien, qui sortait du fameux haras de Cordoue, noble animal, en effet, si dur à la fatigue, à ce que prétendait son maître, qu'il avait fait une fois 30 lieues dans un jour, au galop ou au grand trot. Au milieu de sa tirade, l'inconnu s'arrêta brusquement, comme surpris et fâché d'en avoir trop dit. « C'est que j'étais très pressé d'aller à Cordoue, reprit-il avec quelque embarras. J'avais à solliciter les juges pour un procès. » En parlant, il regardait mon guide Antonio, qui baissait les yeux. L'ombre et la source me charmèrent tellement, que je me souvins de quelques tranches d'excellent jambon que mes amis de Montilla avaient mis dans la besace de mon guide. Je les fis apporter, et j'invitai l'étranger à prendre sa part de la collation impromptue. S'il n'avait pas fumé depuis longtemps, il me parut vraisemblable qu'il n'avait pas mangé depuis 48 heures au moins. Il dévorait comme un loup affamé. Je pensai que ma rencontre avait été providentielle pour le pauvre diable. Mon guide, cependant, mangeait peu, buvait encore moins, et ne parlait pas du tout, bien que depuis le commencement de notre voyage il se fût révélé à moi comme un bavard sans pareil. La présence de notre hôte semblait le gêner, et une certaine méfiance les éloignait l'un de l'autre, sans que j'en devinasse positivement la cause. Déjà les dernières miettes du pain et du jambon avaient disparu. Nous avions fumé chacun un second cigare. J'ordonnai au guide de brider nos chevaux, et j'allais prendre congé de mon nouvel ami, lorsqu'il me demanda où je comptais passer la nuit. Avant que j'eusse fait attention à un signe de mon guide, j'avais répondu que j'allais à la Venta del Cuervo. Mauvais gîte pour une personne comme vous, monsieur. J'y vais, et, si vous me permettez de vous accompagner, nous ferons route ensemble. Très volontiers, dis-je en montant à cheval. Mon guide, qui me tenait l'étrier, me fit un nouveau signe des yeux. J'y répondis en haussant les épaules, comme pour l'assurer que j'étais parfaitement tranquille, et nous nous mîmes en chemin. Les signes mystérieux d'Antonio, son inquiétude, quelques mots échappés à l'inconnu, surtout sa course de 30 lieues, et l'explication peu plausible qu'il en avait donnée, avaient déjà formé mon opinion sur le compte de mon compagnon de voyage. Je ne doutais pas que je n'eusse affaire à un contrebandier, peut-être à un voleur, que m'importait. Je connaissais assez le caractère espagnol pour être très sûr de n'avoir rien à craindre d'un homme qui avait mangé et fumé avec moi. Sa présence même était une protection assurée contre toute mauvaise rencontre. D'ailleurs, j'étais bien aise de savoir ce que c'est qu'un brigand. On n'en voit pas tous les jours, et il y a un certain charme à se trouver auprès d'un être dangereux, surtout lorsqu'on le sent doux et apprivoisé. J'espérais amener par degrés l'inconnu à me faire des confidences, et, malgré les clignements d'yeux de mon guide, je mis la conversation sur les voleurs de grands chemins. Bien entendu que j'en parlais avec respect. Il y avait alors en Andalousie un fameux bandit nommé José Maria, dont les exploits étaient dans toutes les bouches. Si j'étais à côté de José Maria, me disais-je.
Je racontais les histoires que je savais de ce héros, tout à sa louange d'ailleurs, et j'exprimais hautement mon admiration pour sa bravoure et sa générosité. José Maria n'est qu'un drôle, dit froidement l'étranger. Se rend-il justice, ou bien est-ce excès de modestie de sa part? Me demandai-je mentalement. Car, à force de considérer mon compagnon, j'étais parvenu à lui appliquer le signalement de José Maria, que j'avais lu affiché aux portes de maintes villes d'Andalousie. Oui, c'est bien lui, cheveux blonds, yeux bleus, grande bouche, belles dents, les mains petites. Une chemise fine, une veste de velours à boutons d'argent, des guêtres de peau blanche, un cheval bai, plus de doute, mais respectons son incognito. Nous arrivâmes à la venta. Elle était telle qu'il me l'avait dépeinte, c'est-à-dire une des plus misérables que j'eusse encore rencontrées. Une grande pièce servait de cuisine, de salle à manger et de chambre à coucher. Sur une pierre plate, le feu se faisait au milieu de la chambre et la fumée sortait par un trou pratiqué dans le toit, ou plutôt s'arrêtait, formant un nuage à quelques pieds au-dessus du sol. Le long du mur, on voyait étendues par terre 5 ou 6 vieilles couvertures de mulets, c'étaient les lits des voyageurs. À 20 pas de la maison, ou plutôt de l'unique pièce que je viens de décrire, s'élevait une espèce de hangar servant d'écurie. Dans ce charmant séjour, il n'y avait d'autres êtres humains, du moins pour le moment, qu'une vieille femme et une petite fille de 10 à 12 ans, toutes les deux de couleur de suie et vêtues d'horribles haillons. Voilà tout ce qui reste, me dis-je, de la population de l'antique Minda Baetica, au César, au Sextus Pompée, que vous seriez surpris si vous reveniez au monde. En apercevant mon compagnon, la vieille laissa échapper une exclamation de surprise. « Ah, Seigneur Don José !» s'écria-t-elle. Don José fronça le sourcil, et leva une main d'un geste d'autorité qui arrêta la vieille aussitôt. Je me tournai vers mon guide, et, d'un signe imperceptible, je lui fis comprendre qu'il n'avait rien à m'apprendre sur le compte de l'homme avec qui j'allais passer la nuit. Le souper fut meilleur que je ne m'y attendais. On nous servit, sur une petite table haute d'1 pied, un vieux coq fricassé avec du riz et fort en piment, puis des piments à l'huile, enfin du gazpacho, espèce de salade de piment. 3 plats ainsi épicés, nous obligèrent de recourir souvent à une outre de vin de Montilla qui se trouva délicieux. Après avoir mangé, avisant une mandoline accrochée contre la muraille, il y a partout des mandolines en Espagne. Je demandai à la petite fille qui nous servait si elle savait en jouer. Non, répondit-elle, mais Don José en joue si bien. Soyez assez bon, lui dis-je, pour me chanter quelque chose, j'aime à la passion votre musique nationale. Je ne puis rien refuser à un monsieur si honnête qui me donne de si excellents cigares, s'écria Don José, d'un air de bonne humeur. Et, s'étant fait donner la mandoline, il chanta en s'accompagnant. Sa voix était rude, mais pourtant agréable, l'air mélancolique et bizarre. Quant aux paroles, je n'en compris pas un mot. Si je ne me trompe, lui dis-je, ce n'est pas un air espagnol que vous venez de chanter. Cela ressemble aux orzicos, que j'ai entendus dans les provinces, et les paroles doivent être en langue basque. Oui, répondit Don José, d'un air sombre. Il posa la mandoline à terre, et, les bras croisés, il se mit à contempler le feu qui s'éteignait, avec une singulière expression de tristesse. Éclairé par une lampe posée sur la petite table, sa figure, à la fois noble et farouche, me rappelait le Satan de Milton. Comme lui peut-être, mon compagnon songeait au séjour qu'il avait quitté, à l'exil qu'il avait encouru par une faute. J'essayai de ranimer la conversation, mais il ne répondit pas, absorbé qu'il était dans ses tristes pensées. Déjà la vieille s'était couchée dans un coin de la salle, à l'abri d'une couverture trouée tendue sur une corde. La petite fille l'avait suivie dans cette retraite réservée au beau sexe. Mon guide alors, se levant, m'invita à le suivre à l'écurie. Mais, à ce mot, Don José, comme réveillé en sursaut, lui demanda d'un ton brusque où il allait. « À l'écurie, répondit le guide, pourquoi faire? Les chevaux ont à manger, couche ici, monsieur le permettra. Je crains que le cheval de monsieur ne soit malade. Je voudrais que monsieur le vît, peut-être saura-t-il ce qu'il faut lui faire. » Il était évident qu'Antonio voulait me parler en particulier, mais je me souciais pas de donner des soupçons à Don José, et, au point où nous en étions, il me semblait que le meilleur parti à prendre était de montrer la plus grande confiance. Je répondis donc à Antonio que je n'entendais rien aux chevaux, et que j'avais envie de dormir. Don José le suivit à l'écurie, d'où bientôt il revint seul. Il me dit que le cheval n'avait rien, mais que mon guide le trouvait un animal si précieux, qu'il le frottait avec sa veste pour le faire transpirer, et qu'il comptait passer la nuit dans cette douce occupation. Cependant je m'étais étendu sur les couvertures de mulets, soigneusement enveloppé dans mon manteau,
pour ne pas les toucher. Après m'avoir demandé pardon de la liberté qu'il prenait de se mettre auprès de moi, Don José se coucha devant la porte, non sans avoir renouvelé l'amorce de son espingole, qu'il eut soin de placer sous la besace qui lui servait d'oreiller. 5 minutes après nous être mutuellement souhaité le bonsoir, nous étions l'un et l'autre profondément endormis. Je me croyais assez fatigué pour pouvoir dormir dans un pareil gîte, mais, au bout d'une heure, de très désagréables démangeaisons m'arrachèrent à mon premier somme. Dès que j'en eus compris la nature, je me levai, persuadé qu'il valait mieux passer le reste de la nuit à la belle étoile que sous ce toit inhospitalier. Marchant sur la pointe du pied, je gagnai la porte, j'enjambai par-dessus la couche de Don José, qui dormait du sommeil du juste, et je fis si bien que je sortis de la maison sans qu'il s'éveillât. Auprès de la porte était un large banc de bois, je m'étendis dessus, et m'arrangeai de mon mieux pour achever ma nuit. J'allais fermer les yeux pour la seconde fois, quand il me sembla voir passer devant moi, l'ombre d'un homme et l'ombre d'un cheval, marchant l'un et l'autre sans faire le moindre bruit. Je me mis sur mon séant, et je crus reconnaître Antonio. Surpris de le voir hors de l'écurie à pareille heure, je me levai et marchai à sa rencontre. Il s'était arrêté, m'ayant aperçu d'abord. « Où est-il » me demanda Antonio à voix basse. « Dans la venta, il dort, il n'a pas peur des punaises. » « Pourquoi donc emmenez-vous ce cheval » Je remarquai alors que, pour ne pas faire de bruit en sortant du hangar, Antonio avait soigneusement enveloppé les pieds de l'animal avec les débris d'une vieille couverture. « Parlez plus bas, me dit Antonio, au nom de Dieu. Vous ne savez pas qui est cet homme-là ? C'est José Navarro, le plus insigne bandit de l'Andalousie. Toute la journée, je vous ai fait des signes que vous n'avez pas voulu comprendre. » « Bandit ou non, que m'importe, répondis-je, il ne nous a pas volés, et je parierais qu'il n'en a pas envie. À la bonne heure. Mais il y a 200 ducats pour qui le livrera. Je sais un poste de lancier à 1 lieue et demie d'ici, et avant qu'il soit jour, j'amènerai quelques gaillards solides. J'aurais pris son cheval, mais il est si méchant que nul que le Navarro ne peut en approcher. Que le diable vous emporte, lui dis-je. Quel mal vous a fait ce pauvre homme pour le dénoncer ? D'ailleurs, êtes-vous sûr qu'il soit le brigand que vous dites ? Parfaitement sûr. Tout à l'heure, il m'a suivi dans l'écurie et m'a dit « Tu as l'air de me connaître. Si tu dis à ce bon monsieur qui je suis, je te fais sauter la cervelle. » Restez, monsieur, restez auprès de lui, vous n'avez rien à craindre. Tant qu'il vous saura là, il ne se méfiera de rien. Tout en parlant, nous nous étions déjà assez éloignés de la venta pour qu'on ne pût entendre les fers du cheval. Antonio l'avait débarrassé en un clin d'œil, des guenilles dont il lui avait enveloppé les pieds. Il se préparait à enfourcher sa monture. J'essayai prières et menaces pour le retenir. « Je suis un pauvre diable, monsieur, me disait-il, 200 ducats ne sont pas à perdre, surtout quand il s'agit de délivrer le pays de pareille vermine. Mais prenez garde, si le Navarro se réveille, il sautera sur son espingole, et gare à vous. Moi je suis trop avancé pour reculer, arrangez-vous comme vous pourrez. » Le drôle était en selle, il piqua des deux, et dans l'obscurité je l'eus bientôt perdu de vue. J'étais fort irrité contre mon guide et passablement inquiet. Après un instant de réflexion, je me décidai et rentrai dans la venta. Don José dormait encore, réparant sans doute en ce moment les fatigues et les veilles de plusieurs journées aventureuses. Je fus obligé de le secouer rudement pour l'éveiller. Jamais je n'oublierai son regard farouche, et le mouvement qu'il fit pour saisir son espingole, que, par mesure de précaution, j'avais mise à quelque distance de sa couche. « Monsieur, lui dis-je, je vous demande pardon de vous éveiller, mais j'ai une sotte question à vous faire. Seriez-vous bien aise de voir arriver ici, une demi-douzaine de lanciers ?» Il sauta en pied, et d'une voix terrible. « Qui vous l'a dit ?» me demanda-t-il. « Peu importe d'où vient la vie, pourvu qu'il soit bon. Votre guide m'a trahi, mais il me le paiera. Où est-il ? Je ne sais, dans l'écurie, je pense, mais quelqu'un m'a dit, qui vous a dit ? Ce ne peut être la vieille. Quelqu'un que je ne connais pas. Sans plus de paroles, avez-vous, oui ou non, des motifs pour ne pas attendre les soldats ? Si vous en avez, ne perdez pas de temps, sinon bonsoir, et je vous demande pardon d'avoir interrompu votre sommeil. À votre guide. Votre guide, je m'en étais méfié d'abord, mais, son compte est bon. Adieu, monsieur. Dieu vous rende le service que je vous dois. Je ne suis pas tout à fait aussi mauvais que vous me croyez. Oui, il y a encore en moi quelque chose qui mérite la pitié d'un galant homme. Adieu monsieur, je n'ai qu'un regret, c'est de ne pouvoir m'acquitter envers vous. Pour prix du service que je vous ai rendu, promettez-moi,
dont j'osais, de ne soupçonner personne, de ne pas songer à la vengeance. Tenez, voilà des cigares pour votre route. Bon voyage, et je lui tendis la main. Il me la serra sans répondre, prit son espingole et sa besace, et, après avoir dit quelques mots à la vieille dans un argot que je ne pus comprendre, il courut au hangar. Quelques instants après, je l'entendais galoper dans la campagne. Pour moi, je me recouchai sur mon banc, mais je ne me rendormis point. Je me demandais si j'avais eu raison de sauver de la potence un voleur, et peut-être un meurtrier, et cela seulement parce que j'avais mangé du jambon avec lui et du riz à la Valencienne. N'avais-je pas trahi mon guide qui soutenait la cause des lois? Ne l'avais-je pas exposé à la vengeance d'un scélérat? Mais les devoirs de l'hospitalité, préjugés de sauvage, me disais-je, j'aurai à répondre de tous les crimes que le bandit va commettre. Pourtant est-ce un préjugé que cet instinct de conscience qui résiste à tous les raisonnements? Peut-être, dans la situation délicate où je me trouvais, ne pouvais m'en tirer sans remords. Je flottais encore dans la plus grande incertitude au sujet de la moralité de mon action, lorsque je vis paraître une demi-douzaine de cavaliers avec Antonio, qui se tenaient prudemment à l'arrière-garde. J'allais au-devant d'eux, et les prévins que le bandit avait pris la fuite depuis plus de 2 heures. La vieille, interrogée par le brigadier, répondit qu'elle connaissait le Navarro, mais que, vivant seule, elle n'aurait jamais osé risquer sa vie en le dénonçant. Elle ajouta que son habitude, lorsqu'il venait chez elle, était de partir toujours au milieu de la nuit. Pour moi, il me fallut aller, à quelques lieues de là, exhiber mon passeport et signer une déclaration devant un alcade, après quoi on me permit de reprendre mes recherches archéologiques. Antonio me gardait rancune, soupçonnant que c'était moi qui l'avais empêché de gagner les 200 ducats. Pourtant nous nous séparâmes bons amis à Cordoue. Là, je lui donnais une gratification aussi forte que l'état de mes finances pouvait me le permettre. Je passai quelques jours à Cordoue. On m'avait indiqué certains manuscrits de la bibliothèque des Dominicains, où je devais trouver des renseignements intéressants sur l'antique Minda. Fort bien accueilli par les bons pères, je passais les journées dans leur couvent, et le soir je me promenais par la ville. À Cordoue, vers le coucher du soleil, il y a quantité d'oisifs sur le quai qui borde la rive droite du Guadalquivir. Là, on respire les émanations d'une tannerie qui conserve encore l'antique renommée du pays, pour la préparation des cuirs. Mais, en revanche, on y jouit d'un spectacle qui a bien son mérite. Quelques minutes avant l'Angélus, un grand nombre de femmes se rassemblent sur le bord du fleuve, au bas du quai, lequel est assez élevé. Pas un homme n'oserait se mêler à cette troupe. Aussitôt que l'Angélus sonne, il est censé qu'il fait nuit, au dernier coup de cloche, toutes ces femmes se déshabillent et entrent dans l'eau. Alors ce sont des cris, des rires, un tapage infernal. Du haut du quai, les hommes contemplent les baigneuses, écarquillent les yeux, et ne voient pas grand-chose. Cependant ces formes blanches et incertaines qui se dessinent sur le sombre azur du fleuve, font travailler les esprits poétiques, et, avec un peu d'imagination, il n'est pas difficile de se représenter Diane et ses nymphes au bain, sans avoir à craindre le sort d'Actéon. On m'a dit que quelques mauvais garnements se cotisèrent certains jours, pour graisser la patte au sonneur de la cathédrale et lui faire sonner l'Angélus 20 minutes avant l'heure légale. Bien qu'il fît encore grand jour, les nymphes du Guadalquivir n'hésitèrent pas, et se fiant plus à l'Angélus qu'au soleil, elles firent en sûreté de conscience leur toilette de bain, qui est toujours des plus simples. Je n'y étais pas. De mon temps le sonneur était incorruptible. Le crépuscule peu clair et un chat seulement auraient pu distinguer la plus vieille marchande d'oranges de la plus jolie grisette de Cordoue. Un soir, à l'heure où l'on ne voit plus rien, je fumais appuyé sur le parapet du quai, lorsqu'une femme, remontant l'escalier qui conduit à la rivière, vint s'asseoir près de moi. Elle avait dans les cheveux un gros bouquet de jasmin, dont les pétales exhalent le soir une odeur enivrante. Elle était simplement, peut-être pauvrement vêtue, tout en noir, comme la plupart des grisettes dans la soirée. Les femmes comme il faut ne portent le noir que le matin. Le soir, elles s'habillent à la Francesa. En arrivant auprès de moi, ma baigneuse laissa glisser sur ses épaules la mantille qui lui couvrait la tête, et, à l'obscure clarté qui tombe des étoiles, je vis qu'elle était petite, jeune, bien faite, et qu'elle avait de très grands yeux. Je jetai mon cigare aussitôt, elle comprit cette attention d'une politesse toute française, et se hâta de me dire qu'elle aimait beaucoup l'odeur du tabac, et que même elle fumait, quand elle trouvait des papitos bien doux. Par bonheur, j'en avais de tels dans mon étui, et je m'empressai de lui en offrir. Elle daigna en prendre un, et l'alluma à un bout de corde enflammée qu'un enfant nous apporta moyennant un sou. Mêlant nos fumées, nous causâmes si longtemps, la belle baigneuse et moi, que nous nous trouvâmes presque seuls sur le quai.
Je crus n'être point indiscret, en lui offrant d'aller prendre des glaces à la Neveria. Après une hésitation modeste, elle accepta, mais avant de se décider, elle désira savoir quelle heure il était. Je fis sonner ma montre, et cette sonnerie parut l'étonner beaucoup. « Quelles inventions on a chez vous, messieurs les étrangers? De quel pays êtes-vous, monsieur? Anglais sans doute. Français est votre grand serviteur. Et vous, mademoiselle, ou madame? Vous êtes probablement de Cordoue? Non. Vous êtes du moins andalouse. Il me semble le reconnaître à votre doux parler. Si vous remarquez si bien l'accent du monde, vous devez bien deviner qui je suis. Je crois que vous êtes du pays de Jésus, à 2 pas du paradis. J'avais appris cette métaphore, qui désigne l'Andalousie, de mon ami Francisco Sevilla, picador bien connu. Bah le paradis, les gens d'ici disent qu'il n'est pas fait pour nous. Alors, vous seriez donc mauresque, ou, je m'arrêtais, n'osant dire, juive. Allons, allons. Vous voyez bien que je suis bohémienne. Voulez-vous que je vous dise la Bagie? Avez-vous entendu parler de la Carmencita? C'est moi. J'étais alors un tel mécréant, il y a de cela 15 ans, que je ne reculais pas d'horreur en me voyant à côté d'une sorcière. Bon, me dis-je. La semaine passée, j'ai soupé avec un voleur de grand chemin. Allons aujourd'hui prendre des glaces avec une servante du diable. En voyage il faut tout voir. J'avais encore un autre motif pour cultiver sa connaissance. Sortant du collège, je l'avouerai à ma honte, j'avais perdu quelque temps à étudier les sciences occultes et même plusieurs fois j'avais tenté de conjurer l'esprit de ténèbres. Guéri depuis longtemps de la passion de semblables recherches, je n'en conservais pas moins un certain attrait de curiosité, pour toutes les superstitions, et me faisais une fête d'apprendre jusqu'où s'était élevé l'art de la magie, parmi les bohémiens. Tout en causant, nous étions entrés dans la Neveria, et nous nous étions assis à une petite table éclairée par une bougie enfermée dans un globe de verre. J'eus alors tout le loisir d'examiner ma gitana, pendant que quelques honnêtes gens s'ébahissaient, en prenant leur glace, de me voir en si bonne compagnie. Je doute fort que mademoiselle Carmen fût de race pure, du moins elle était infiniment plus jolie que toutes les femmes de sa nation que j'ai jamais rencontrées. Pour qu'une femme soit belle, disent les Espagnols, il faut qu'elle réunisse 36, ou, si l'on veut, qu'on puisse la définir au moyen de 10 adjectifs applicables chacun à 3 parties de sa personne. Par exemple, avoir 3 choses noires, les yeux, les paupières et les sourcils, 3 fines, les doigts, les lèvres, les cheveux, etc., voyez Brantôme pour le reste. Ma bohémienne ne pouvait prétendre à tant de perfection. Sa peau, d'ailleurs parfaitement unie, approchait fort de la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques, mais admirablement fendus. Ses lèvres un peu fortes, mais bien dessinées et laissant voir des dents plus blanches, que des amandes sans leur peau. Ses cheveux, peut-être un peu gros, étaient noirs, à reflets bleus comme l'aile d'un corbeau, longs et luisants. Pour ne pas vous fatiguer d'une description trop prolixe, je vous dirai en somme qu'à chaque défaut, elle réunissait une qualité qui ressortait peut-être plus fortement par le contraste. C'était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d'abord, mais qu'on ne pouvait oublier. Ses yeux, surtout, avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n'ai trouvée depuis à aucun regard humain. Œil de bohémien, œil de loup, c'est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. Si vous n'avez pas le temps d'aller au jardin des plantes, pour étudier le regard d'un loup, considérez votre chat quand il guette un moineau. On sent qu'il eût été ridicule de se faire tirer la bonne aventure dans un café. Aussi je priai la jolie sorcière de me permettre de l'accompagner à son domicile. Elle y consentit sans difficulté, mais elle voulut connaître encore la marche du temps, et me pria de nouveau de faire sonner ma montre. « Est-elle vraiment d'or » dit-elle en la considérant avec une excessive attention. Quand nous nous remîmes en marche, il était nuit close. La plupart des boutiques étaient fermées et les rues presque désertes. Nous passâmes le pont du Guadalquivir, et à l'extrémité du faubourg, nous nous arrêtâmes devant une maison qui n'avait nullement l'apparence d'un palais. Un enfant nous ouvrit. La bohémienne lui dit quelques mots dans une langue à moi inconnue, que je sus depuis être la Romani ou Chipkali, l'idiome des Gitanos. Aussitôt l'enfant disparut, nous laissant dans une chambre assez vaste, meublée d'une petite table, de 2 tabourets et d'un coffre. Je ne dois point oublier une jarre d'eau, un tas d'oranges et une botte d'oignons. Dès que nous fûmes seuls, la bohémienne tira de son coffre des cartes qui paraissaient avoir beaucoup servi, un aimant, un caméléon desséché, et quelques autres objets nécessaires à son art. Puis elle me dit de faire la croix dans ma main gauche avec une pièce de monnaie, et les cérémonies magiques commencèrent.
Il est inutile de vous rapporter ses prédictions, et, quant à sa manière d'opérer, il était évident qu'elle n'était pas sorcière à demi. Malheureusement nous fûmes bientôt dérangés. La porte s'ouvrit tout à coup avec violence, et un homme enveloppé jusqu'aux yeux dans un manteau brun, entra dans la chambre en apostrophant la bohémienne d'une façon peu gracieuse. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais le ton de sa voix indiquait qu'il était de fort mauvaise humeur. À sa vue, la gitane ne montra ni surprise ni colère, mais elle accourut à sa rencontre et, avec une volubilité extraordinaire, lui adressa quelques phrases dans la langue mystérieuse dont elle s'était déjà servie devant moi. Le mot, païlo, souvent répété, était le seul mot que je comprisse. Je savais que les bohémiens désignent ainsi tout homme étranger à leur race. Supposant qu'il s'agissait de moi, je m'attendais à une explication délicate. Déjà j'avais la main sur le pied d'un des tabourets, et je syllogisais à part moi pour deviner le moment précis où il conviendrait de le jeter à la tête de l'intrus. Celui-ci repoussa rudement la bohémienne, et s'avança vers moi, puis reculant d'un pas, « Ah, monsieur, dit-il, c'est vous. » Je le regardai à mon tour, et reconnus mon ami don José. En ce moment, je regrettais un peu de ne pas l'avoir laissé pendre. « Et, c'est vous mon brave ?» m'écriai-je en riant le moins jaune que je pus, « Vous avez interrompu mademoiselle au moment où elle m'annonçait des choses bien intéressantes. » Toujours la même. Ça finira, dit-il entre ses dents, attachant sur elle un regard farouche. Cependant la bohémienne continuait à lui parler dans sa langue. Elle s'animait par degrés. Son œil s'injectait de sang et devenait terrible, ses traits se contractaient, elle frappait du pied. Il me sembla qu'elle le pressait vivement de faire quelque chose, à quoi il montrait de l'hésitation. Ce que c'était, je croyais ne le comprendre que trop, à la voir passer et repasser rapidement sa petite main sous son menton. J'étais tentée de croire qu'il s'agissait d'une gorge à couper, et j'avais quelques soupçons que cette gorge ne fût la mienne. À tout ce torrent d'éloquence, don José ne répondit que par 2 ou 3 mots prononcés d'un ton bref. Alors la bohémienne lui lança un regard de profond mépris, puis s'asseyant à la turque dans un coin de la chambre, elle choisit une orange, l'appela et se mit à la manger. Don José me prit le bras, ouvrit la porte et me conduisit dans la rue. Nous fîmes environ 200 pas dans le plus profond silence. Puis, étendant la main, toujours tout droit dit-il, et vous trouverez le pont. Aussitôt il me tourna le dos et s'éloigna rapidement. Je revins à mon auberge un peu penaud et d'assez mauvaise humeur. Le pire fut qu'en me déshabillant, je m'aperçus que ma montre me manquait. Diverses considérations m'empêchèrent d'aller la réclamer le lendemain, ou de solliciter monsieur le corrégidor pour qu'il voulût bien la faire chercher. Je terminai mon travail sur le manuscrit des Dominicains, et je partis pour Séville. Après plusieurs mois de courses errantes en Andalousie, je voulus retourner à Madrid, et il me fallut repasser par Cordoue. Je n'avais pas l'intention d'y faire un long séjour, car j'avais pris en grippe cette belle ville et les baigneuses du Guadalquivir. Cependant quelques amis à revoir, quelques commissions à faire devaient me retenir au moins 3 ou 4 jours dans l'antique capitale des princes musulmans. Dès que je reparus au couvent des Dominicains, un des pères qui m'avait toujours montré un vif intérêt dans mes recherches sur l'emplacement de Minda, m'accueillit les bras ouverts en s'écriant « Loué soit le nom de Dieu !» Soyez le bienvenu, mon cher ami. Nous vous croyions tous morts, et moi qui vous parle, j'ai récité bien des patères et des avés, que je ne regrette pas, pour le salut de votre âme. Ainsi vous n'êtes pas assassiné, car pour voler nous savons que vous l'êtes. Comment cela ? Lui demandai-je un peu surpris. Oui, vous savez bien, cette belle montre à répétition que vous faisiez sonner dans la bibliothèque, quand nous vous disions qu'il était temps d'aller au cœur. Eh bien, elle est retrouvée, on vous la rendra. C'est-à-dire, interrompis-je, un peu décontenancé, que je l'avais égaré. Le coquin est sous les verrous, et comme on savait qu'il était homme à tirer un coup de fusil à un chrétien pour lui prendre une piécette, nous mourions de peur qu'il ne vous eût tué. J'irai avec vous chez le corrégidor, et nous vous ferons rendre votre belle montre, et puis, avisez-vous de dire là-bas, que la justice ne sait pas son métier en Espagne. Je vous avoue, lui dis-je, que j'aimerais mieux perdre ma montre que de témoigner en justice pour faire pendre un pauvre diable, surtout parce que, oh n'ayez aucune inquiétude. Il est bien recommandé, et on ne peut le pendre 2 fois. Quand je dis pendre, je me trompe. C'est un hidalgo que votre voleur, il sera donc garrotté après-demain sans rémission. Vous voyez qu'un vol de plus ou de moins ne changera rien à son affaire. Plus à Dieu qu'il n'eût que volé. Mais il a commis plusieurs meurtres, tous plus horribles les uns que les autres. Comment se nomme-t-il ? On le connaît dans le pays sous le nom de José Navarro,
mais il a encore un autre nom basque que ni vous ni moi ne prononcerons jamais. Tenez, c'est un homme à voir, et vous qui aimez à connaître les singularités du pays, vous ne devez pas négliger d'apprendre comment en Espagne les coquins sortent de ce monde. Il est en chapelle, et le père Martinez vous y conduira. Mon dominicain insista tellement pour que je visse les apprêts du petit pendement bien choli, que je ne pus m'en défendre. J'allai voir le prisonnier, muni d'un paquet de cigares qui, je l'espérais, devait lui faire excuser mon indiscrétion. On m'introduisit auprès de don José, au moment où il prenait son repas. Il me fit un signe de tête assez froid, et me remercia poliment du cadeau que je lui apportais. Après avoir compté les cigares du paquet que j'avais mis entre ses mains, il en choisit un certain nombre, et me rendit le reste, observant qu'il n'avait pas besoin d'en prendre davantage. Je lui demandai si, avec un peu d'argent, ou par le crédit de mes amis, je pourrais obtenir quelque adoucissement à son sort. D'abord il haussa les épaules en souriant avec tristesse. Bientôt, se ravisant, il me pria de faire dire une messe pour le salut de son âme. Voudriez-vous, ajouta-t-il timidement, voudriez-vous en faire dire une autre pour une personne qui vous a offensé ? Assurément mon cher, lui dis-je. Mais personne, que je sache, ne m'a offensé en ce pays. Il me prit la main et la serra d'un air grave. Après un moment de silence, il reprit, oserais-je encore vous demander un service ? Quand vous reviendrez dans votre pays, peut-être passerez-vous par la Navarre, au moins vous passerez par Vitoria qui n'en est pas fort éloigné. Oui, lui dis-je, je passerai certainement par Vitoria, mais il n'est pas impossible que je me détourne pour aller à Pampelune, et, à cause de vous, je crois que je ferai volontiers ce détour. Eh bien, si vous allez à Pampelune, vous y verrez plus d'une chose qui vous intéressera, c'est une belle ville. Je vous donnerai cette médaille, il me montrait une petite médaille d'argent qu'il portait au cou, vous l'envelopperez dans du papier. Il s'arrêta un instant pour maîtriser son émotion, et vous la remettrez ou vous la ferez remettre à une bonne femme dont je vous dirai l'adresse. Vous direz que je suis mort, vous ne direz pas comment. Je promis d'exécuter sa commission. Je le revis le lendemain, et je passai une partie de la journée avec lui. C'est de sa bouche que j'ai appris les tristes aventures qu'on va lire. Je suis né, dit-il, à Elizondo, dans la vallée de Bastan. Je m'appelle don José Lizarrabengoa, et vous connaissez assez l'Espagne, monsieur, pour que mon nom vous dise aussitôt que je suis basque et vieux chrétien. Si je prends le don, c'est que j'en ai le droit, et si j'étais à Elizondo, je vous montrerais ma généalogie sur un parchemin. On voulait que je fusse d'église, et l'on me fit étudier, mais je ne profitais guère. J'aimais trop à jouer à la paume, c'est ce qui m'a perdu. Quand nous jouons à la paume, nous autres Navarrais, nous oublions tout. Un jour que j'avais gagné, un gars de l'Alava me chercha querelle. Nous prîmes nos maquilas, et j'eus encore l'avantage, mais cela m'obligea de quitter le pays. Je rencontrai des dragons, et je m'engageai dans le régiment d'Almanza, cavalerie. Les gens de nos montagnes apprennent vite le métier militaire. Je devins bientôt brigadier, et on me promettait de me faire maréchal des logis, quand, pour mon malheur, on me mit de garde à la manufacture de tabac à Séville. Si vous êtes allé à Séville, vous aurez vu ce grand bâtiment-là, hors des remparts, près du Guadalquivir. Il me semble en voir encore la porte et le corps de garde auprès. Quand ils sont de service, les Espagnols jouent aux cartes ou dorment. Moi, comme un franc navarrais, je tâchais toujours de m'occuper. Je faisais une chaîne avec du fil de laiton, pour tenir mon épinglette. Tout d'un coup les camarades disent, voilà la cloche qui sonne, les filles vont rentrer à l'ouvrage. Vous saurez, monsieur, qu'il y a bien 400 à 500 femmes occupées dans la manufacture. Ce sont elles qui roulent les cigares dans une grande salle, où les hommes n'entrent pas sans une permission du 24, parce qu'elles se mettent à leur aise, les jeunes surtout, quand il fait chaud. À l'heure où les ouvrières rentrent, après leur dîner, bien des jeunes gens, vont les voir passer, et leur en comptent de toutes les couleurs. Il y a peu de ces demoiselles qui refusent une mantille de taffetas, et les amateurs, à cette pêche-là, n'ont qu'à se baisser pour prendre le poisson. Pendant que les autres regardaient, moi, je restais sur mon banc, près de la porte. J'étais jeune alors. Je pensais toujours au pays, et je ne croyais pas qu'il y eût de jolies filles sans jupe bleue et sans nattes tombant sur les épaules. D'ailleurs, les Andalouses me faisaient peur. Je n'étais pas encore fait à leur manière, toujours à railler, jamais un mot de raison. J'étais donc le nez sur ma chaîne, quand j'entends des bourgeois qui disaient « Voilà la gitanilla ». Je levai les yeux, et je la vis. C'était un vendredi, et je ne l'oublierai jamais. Je vis cette Carmen que vous connaissez, chez qui je vous ai rencontré il y a quelques mois.
Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blanc avec plus d'un trou, et des souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassis qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassis dans le coin de la bouche, et elle s'avançait en se balançant sur ses hanches, comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. À Séville, chacun lui adressait quelques compliments gaillards sur sa tournure. Elle répondait à chacun, faisant les yeux en coulisses, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie bohémienne qu'elle était. D'abord elle ne me plut pas, et je repris mon ouvrage. Mais elle, suivant l'usage des femmes et des chats qui ne viennent pas quand on les appelle et qui viennent quand on ne les appelle pas, s'arrêta devant moi et m'adressa la parole. « Compère, me dit-elle à la façon andalouse, veux-tu me donner ta chaîne pour tenir les clés de mon coffre-fort ? » C'est pour attacher mon épinglette, lui répondis-je. « Ton épinglette ?» s'écria-t-elle en riant. « Ah, monsieur fait de la dentelle, puisqu'il a besoin d'épingles. » Tout le monde qui était là se mit à rire, et moi je me sentais rougir, et je ne pouvais trouver rien à lui répondre. « Allons mon cœur, reprit-elle, fais-moi cette aune de dentelle noire pour une mantille, épinglier de mon âme. » Et prenant la fleur de cassis qu'elle avait à la bouche, elle me la lança, d'un mouvement du pouce, juste entre les deux yeux. Monsieur, cela me fit l'effet d'une balle qui m'arrivait. Je ne savais où me fourrer, je demeurais immobile comme une planche. Quand elle fut entrée dans la manufacture, je vis la fleur de cassis qui était tombée à terre entre mes pieds. Je ne sais ce qui me prit, mais je la ramassai sans que mes camarades s'en aperçussent et je la mis précieusement dans ma veste. Première sottise. 2 ou 3 heures après, j'y pensais encore, quand arrive dans le corps de garde un potier tout haletant, la figure renversée. Il nous dit que dans la grande salle des cigares, il y avait une femme assassinée, et qu'il fallait y envoyer la garde. Le maréchal me dit de prendre 2 hommes et d'y aller voir. Je prends mes hommes et je monte. Figurez-vous, monsieur, qu'entré dans la salle je trouve d'abord 300 femmes en chemise, ou peu s'en faut, toutes criant, hurlant, gesticulant, faisant un vacarme à ne pas entendre Dieu tonner. D'un côté, il y en avait une, les 4 fers en l'air, couverte de sang, avec un X sur la figure qu'on venait de lui marquer en 2 coups de couteau. En face de la blessée, que secouraient les meilleurs de la bande, je vois Carmen, tenue par 5 ou 6 commères. La femme blessée criait, « Confession, confession, je suis morte. » Carmen ne disait rien. Elle serrait les dents, et roulait des yeux comme un caméléon. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. J'eus grand-peine à savoir ce qui s'était passé, car toutes les ouvrières me parlaient à la fois. Il paraît que la femme blessée s'était vantée d'avoir assez d'argent en poche pour acheter un âne au marché de Triana. « Tiens, dit Carmen, qui avait une langue, tu n'as donc pas assez d'un balai ? » L'autre, blessée du reproche, peut-être parce qu'elle se sentait véreuse sur l'article, lui répond qu'elle ne se connaissait pas en ballet, n'ayant pas l'honneur d'être bohémienne ni filleule de Satan, mais que mademoiselle Carmencita ferait bientôt connaissance avec son âne, quand monsieur le corrégidor l'amènerait à la promenade, avec 2 laquais par derrière pour les moucher. « Eh bien moi, dit Carmen, je te ferai des abreuvoirs à mouches sur la joue, et je veux y peindre un damier. » Là-dessus, v'lan, elle commence, avec le couteau dont elle coupait le bout des cigares, à lui dessiner des croix de Saint-André sur la figure. Le cas était clair. Je pris Carmen par le bras. « Ma sœur, lui dis-je poliment, il faut me suivre. » Elle me lança un regard comme si elle me reconnaissait, mais elle dit d'un air résigné, « Marchons. » « Où est ma mantille ?» Elle la mit sur sa tête de façon à ne montrer qu'un seul de ses grands yeux, et suivit mes 2 hommes, douce comme un mouton. Arrivé au corps de garde, le maréchal des logis dit que c'était grave, et qu'il fallait la mener à la prison. C'était encore moi qui devais la conduire. Je la mis entre 2 dragons, et je marchais derrière comme un brigadier doit faire en semblable rencontre. Nous nous mîmes en route pour la ville. D'abord la bohémienne avait gardé le silence, mais dans la rue du Serpent, vous la connaissez, elle mérite bien son nom par les détours qu'elle fait. Dans la rue du Serpent, elle commence par laisser tomber sa mantille sur ses épaules, afin de me montrer son minois enjôleur, et, se tournant vers moi autant qu'elle pouvait, elle me dit, « Mon officier, où me menez-vous » ? « À la prison, ma pauvre enfant, » lui répondis-je le plus doucement que je pus, comme un bon soldat doit parler à un prisonnier, surtout à une femme. « Hélas, que deviendrai-je ? Seigneur officier, ayez pitié de moi. Vous êtes si jeune, si gentil, puis, d'un ton plus bas, « Laissez-moi m'échapper, dit-elle, je vous donnerai un morceau de la barlachie, qui vous fera aimer de toutes les femmes. » La barlachie, monsieur, c'est la pierre d'aimant,
avec laquelle les bohémiens prétendent qu'on fait quantité de sortilèges quand on sait s'en servir. Faites-en boire à une femme une pincée râpée dans un verre de vin blanc, elle ne résiste plus. Moi, je lui répondis le plus sérieusement que je pus. Nous ne sommes pas ici pour dire des balivernes. Il faut aller à la prison, c'est la consigne, et il n'y a pas de remède. Nous autres gens du Pays Basque, nous avons un accent qui nous fait reconnaître facilement des Espagnols. En revanche, il n'y en a pas un qui puisse seulement apprendre à dire bailli, jaona. Carmen donc n'eut pas de peine à deviner que je venais des provinces. Vous saurez que les bohémiens, monsieur, comme n'étant d'aucun pays, voyageant toujours, parlent toutes les langues, et la plupart sont chez eux en Portugal, en France, dans les provinces, en Catalogne, partout. Même avec les Maures et les Anglais, ils se font entendre. Carmen savait assez bien le basque. Laguna, en Biolsarena, camarade de mon cœur, me dit-elle tout à coup, êtes-vous du pays? Notre langue, monsieur, est si belle, que, lorsque nous l'entendons en pays étranger, cela nous fait tressaillir. Je voudrais avoir un confesseur des provinces, ajouta plus bas le bandit, il reprit après un silence. Je suis d'Elizondo, lui répondis-je en basque, fort ému de l'entendre parler ma langue. Moi, je suis d'Etchalar, dit-elle, c'est un pays à 4 heures de chez nous. J'ai été emmenée par des bohémiens à Séville. Je travaillais à la manufacture pour gagner de quoi retourner en Navarre, près de ma pauvre mère qui n'a que moi pour soutien et un petit baratsea avec 20 pommiers à cidre. Assis j'étais au pays, devant la montagne blanche. On m'a insulté parce que je ne suis pas de ce pays de filous, marchand d'oranges pourries, et ces gueuses se sont mises toutes contre moi, parce que je leur ai dit que tout leur Jacques de Séville, avec leurs couteaux, ne ferait pas peur à un gars de chez nous avec son béret bleu et son maquila. Camarade, mon ami, ne ferez-vous rien pour une payse? Elle mentait, monsieur, elle a toujours menti. Je ne sais pas si dans sa vie, cette fille n'a jamais dit un mot de vérité. Mais quand elle parlait, je la croyais, c'était plus fort que moi. Elle estropiait le basque, et je la crus navarraise. Ses yeux seuls et sa bouche et son teint la disaient bohémienne. J'étais fou, je ne faisais plus attention à rien. Je pensais que, si des Espagnols s'étaient avisés de mal parler du pays, je leur aurais coupé la figure, tout comme elle venait de faire à sa camarade. Bref, j'étais comme un homme ivre. Je commençais à dire des bêtises, j'étais tout près d'en faire. Si je vous poussais, et si vous tombiez, mon pays, reprit-elle en basque, ce ne seraient pas ces 2 conscrits de Castillan qui me retiendraient. Ma foi, j'oubliais la consigne et tout, et je lui dis, eh bien, mi-ami, ma payse, essayez, et que Notre-Dame de la Montagne vous soit en aide. En ce moment, nous passions devant une de ces ruelles étroites comme il y en a tant à Séville. Tout à coup Carmen se retourne et me lance un coup de poing dans la poitrine. Je me laissai tomber exprès à la renverse. D'un bond, elle saute par-dessus moi et se met à courir en nous montrant une paire de jambes. On dit jambes de basque, les siennes en valaient bien d'autres, aussi vite que bien tournées. Moi, je me relève aussitôt. Mais je mets ma lance en travers, de façon à barrer la rue, si bien que, de prime abord, les camarades furent arrêtés au moment de la poursuite. Puis je me mis moi-même à courir, et eux après moi. Mais l'atteindre? Il n'y avait pas de risque, avec nos éperons, nos sabres et nos lances, en moins de temps que je n'en mets à vous le dire, la prisonnière avait disparu. D'ailleurs, toutes les commères du quartier favorisaient sa fuite, et se moquaient de nous, et nous indiquaient la fausse voie. Après plusieurs marches et contre-marches, il fallut nous en revenir au corps de garde sans un reçu du gouverneur de la prison. Mes hommes, pour n'être pas punis, dirent que Carmen m'avait parlé basque. Et il ne paraissait pas trop naturel, pour dire la vérité, qu'un coup de poing d'une tant petite fille eût terrassé si facilement un gaillard de ma force. Tout cela parut louche ou plutôt clair. En descendant la garde, je fus dégradé et envoyé pour 1 mois à la prison. C'était ma première punition depuis que j'étais au service. Adieu les galons de maréchal des logis que je croyais déjà tenir. Mes premiers jours de prison se passèrent fort tristement. En me faisant soldat, je m'étais figuré que je deviendrais tout au moins officier. Longa, Mina, mes compatriotes, sont bien capitaines généraux. Chapalangara, qui est un négro comme Mina, est réfugié comme lui dans votre pays. Chapalangara était colonel, et j'ai joué à la paume 20 fois avec son frère, qui était un pauvre diable comme moi. Maintenant je me disais, tout le temps que tu as servi sans punition, c'est du temps perdu. Te voilà mal noté. Pour te remettre bien dans l'esprit des chefs, il te faudra travailler 10 fois plus que lorsque tu es venu comme conscrit. Et pourquoi me suis-je fait punir? Pour une coquine de bohémienne qui s'est moquée de moi, et qui, dans ce moment, est à voler dans quelque coin de la ville. Pourtant je ne pouvais m'empêcher de penser à elle.
Le croiriez-vous, monsieur? Ces bas de soie troués, qu'elle me faisait voir tout en plein en s'enfuyant, je les avais toujours devant les yeux. Je regardais par les barreaux de la prison dans la rue, et, parmi toutes les femmes qui passaient, je n'en voyais pas une seule qui valût cette diable de fille-là. Et puis, malgré moi, je sentais la fleur de cassis qu'elle m'avait jetée, et qui, sèche, gardait toujours sa bonne odeur. S'il y a des sorcières, cette fille-là en était une. Un jour, le geôlier entre, et me donne un pain d'Alcala. Tenez, dit-il, voilà ce que votre cousine vous envoie. Je pris le pain, fort étonné, car je n'avais pas de cousine à Séville. C'est peut-être une erreur, pensai-je en regardant le pain, mais il était si appétissant, il sentait si bon, que sans m'inquiéter de savoir d'où il venait et à qui il était destiné, je résolus de le manger. En voulant le couper, mon couteau rencontra quelque chose de dur. Je regarde, et je trouve une petite lime anglaise qu'on avait glissée dans la pâte avant que le pain fût cuit. Il y avait encore dans le pain une pièce d'or de 2 piastres. Plus de doute alors, c'était un cadeau de Carmen. Pour les gens de sa race, la liberté est tout, et il mettrait le feu à une ville pour s'épargner un jour de prison. D'ailleurs la commère était fine, et avec ce pain-là on se moquait des geôliers. En 1 heure, le plus gros barreau était scié avec la petite lime. Et avec la pièce de 2 piastres, chez le premier fripier, je changeai ma capote d'uniforme pour un habit bourgeois. Vous pensez bien qu'un homme, qui avait déniché maintes fois des aiglons dans nos rochers, ne s'embarrassait guère de descendre dans la rue, d'une fenêtre haute de moins de 30 pieds. Mais je ne voulais pas m'échapper. J'avais encore mon honneur de soldat, et déserter me semblait un grand crime. Seulement, je fus touché de cette marque de souvenir. Quand on est en prison, on aime à penser qu'on a dehors un ami qui s'intéresse à vous. La pièce d'or m'offusquait un peu, j'aurais bien voulu la rendre. Mais où trouver mon créancier? Cela ne me semblait pas facile. Après la cérémonie de la dégradation, je croyais n'avoir plus rien à souffrir. Mais il me restait encore une humiliation à dévorer. Ce fut à ma sortie de prison, lorsqu'on me commanda de service et qu'on me mit en faction comme un simple soldat. Vous ne pouvez vous figurer ce qu'un homme de cœur éprouve en pareille occasion. Je crois que j'aurais aimé autant à être fusillé. Au moins on marche seul, en avant de son peloton, on se sent quelque chose, le monde vous regarde. Je fus mis en faction à la porte du colonel. C'était un jeune homme riche, bon enfant, qui aimait à s'amuser. Tous les jeunes officiers étaient chez lui, et force bourgeois, des femmes aussi, des actrices, à ce qu'on disait. Pour moi, il me semblait que toute la ville s'était donné rendez-vous à sa porte pour me regarder. Voilà qu'arrive la voiture du colonel avec son valet de chambre sur le siège. Qu'est-ce que je vois descendre? La gitanilla. Elle était parée, cette fois, comme une chasse, pomponnée, attifée, tout or et tout ruban. Une robe à paillettes, des souliers bleus à paillettes aussi, des fleurs et des galons partout. Elle avait un tambour de basque à la main, avec elle il y avait 2 autres bohémiennes, une jeune et une vieille. Il y a toujours une vieille pour les mener, puis un vieux avec une guitare, bohémien aussi, pour jouer et les faire danser. Vous savez qu'on s'amuse souvent à faire venir des bohémiennes dans les sociétés, afin de leur faire danser la romalie, c'est leur danse, et souvent bien autre chose. Carmen me reconnut, et nous échangeâmes un regard. Je ne sais, mais, en ce moment, j'aurais voulu être à 100 pieds sous terre. Agouré Laguna, dit-elle. Mon officier, tu montes la garde comme un conscrit. Et, avant que j'eusse trouvé un mot à répondre, elle était dans la maison. Toute la société était dans le patio, et, malgré la foule, je voyais à peu près tout ce qui se passait, à travers la grille. J'entendais les castagnettes, le tambour, les rires et les bravos. Parfois j'apercevais sa tête quand elle sautait avec son tambour. Puis j'entendais encore des officiers qui lui disaient bien des choses qui me faisaient monter le rouge à la figure. Ce qu'elle répondait, je n'en savais rien. C'est de ce jour-là, je pense, que je me mis à l'aimer pour tout de bon. Car l'idée me vint 3 ou 4 fois d'entrer dans le patio, et de donner de mon sabre dans le ventre à tous ces freluquets qui lui comptaient fleurettes. Mon supplice dura une bonne heure, puis les bohémiens sortirent, et la voiture les ramena. Carmen, en passant, me regarda encore avec les yeux que vous savez, et me dit très bas. Pays, quand on aime la bonne friture, on en va manger à Triana, chez Lila Pastia. Légère comme un cabri, elle s'élança dans la voiture, le cocher fouetta ses mules, et toute la bande joyeuse s'en alla je ne sais où. Vous devinez bien, qu'en descendant ma garde j'allais à Triana, mais d'abord je me fis raser et je me brossai comme pour un jour de parade. Elle était chez Lila Pastia, un vieux marchand de friture, bohémien, noir comme un mort,
chez qui beaucoup de bourgeois venaient manger du poisson frit, surtout, je crois, depuis que Carmen y avait pris ses quartiers. Lila, dit-elle sitôt qu'elle me vit, je ne fais plus rien de la journée, demain il fera jour, allons, pays, allons nous promener. Elle mit sa mantille devant son nez, et nous voilà dans la rue, sans savoir où j'allais. Mademoiselle, lui dis-je, je crois que j'ai à vous remercier d'un présent que vous m'avez envoyé quand j'étais en prison. J'ai mangé le pain. La lime me servira pour affiler ma lance, et je la garde comme souvenir de vous, mais l'argent, le voilà. Tiens. Il a gardé l'argent, s'écria-t-elle en éclatant de rire. Au reste tant mieux, car je ne suis guère en fond, mais qu'importe. Chien qui chemine ne meurt pas de famine. Allons, mangeons tout, tu me régales. Nous avions repris le chemin de Séville. À l'entrée de la rue du Serpent, elle acheta une douzaine d'oranges, qu'elle me fit mettre dans mon mouchoir. Un peu plus loin, elle acheta encore un pain, du saucisson, une bouteille de manzanilla, puis enfin elle entra chez un confiseur. Là, elle jeta sur le comptoir la pièce d'or que je lui avais rendue, une autre encore qu'elle avait dans sa poche, avec quelque argent blanc. Enfin elle me demanda tout ce que j'avais. Je n'avais qu'une piécette et quelques cuartos, que je lui donnai, fort honteux de n'avoir pas davantage. Je crus qu'elle voulait emporter toute la boutique. Elle prit tout ce qu'il y avait de plus beau et de plus cher, yémas, turonnes, fruits confits, tant que l'argent dura. Tout cela, il fallait encore que je le portasse dans des sacs de papier. Vous connaissez peut-être la rue du Candilro, où il y a une tête du roi Don Pedro, le justicier. Elle aurait dû m'inspirer des réflexions. Nous nous arrêtâmes dans cette rue-là, devant une vieille maison. Elle entra dans l'allée, et frappa au rez-de-chaussée. Une bohémienne, vraie servante de Satan, vint nous ouvrir. Carmen lui dit quelques mots en romani. La vieille grogna d'abord. Pour l'apaiser, Carmen lui donna 2 oranges et une poignée de bonbons, et lui permit de goûter au vin. Puis elle lui mit sa mante sur le dos et la conduisit à la porte, qu'elle ferma avec la barre de bois. Dès que nous fûmes seuls, elle se mit à danser et à rire comme une folle, en chantant « Tu es mon Rome, je suis ta Romie ». Moi, j'étais au milieu de la chambre, chargée de toutes ces emplettes, ne sachant où les poser. Elle jeta tout par terre, et me sauta au cou en me disant « Je paie mes dettes, je paie mes dettes. C'est la loi des Calès. Ah monsieur, cette journée-là. Cette journée-là quand j'y pense, j'oublie celle de demain. » Le bandit se tut un instant. Puis, après avoir allumé son cigare, il reprit, nous passâmes ensemble toute la journée, mangeant, buvant, et le reste. Quand elle eut mangé des bonbons comme un enfant de 6 ans, elle enfourra des poignées dans la jarre d'eau de la vieille. C'est pour lui faire du sorbet, disait-elle, elle écrasait des yémas en les lançant contre la muraille. C'est pour que les mouches nous laissent tranquilles, disait-elle. Il n'y a pas de tournis de bêtises qu'elle ne fit. Je lui dis que je voudrais la voir danser, mais où trouver des castagnettes. Aussitôt elle prend la seule assiette de la vieille, la casse en morceaux, et la voilà qui danse la romalie en faisant claquer les morceaux de faïence, aussi bien que si elle avait eu des castagnettes d'ébène ou d'ivoire. On ne s'ennuyait pas auprès de cette fille-là, je vous en réponds. Le soir vint, et j'entendis les tambours qui battaient la retraite. Il faut que j'aille au quartier pour l'appel, lui dis-je. Au quartier? Dit-elle d'un air de mépris. Tu es donc un nègre pour te laisser mener à la baguette? Tu es un vrai canari, d'habit et de caractère. Va, tu as un cœur de poulet. Je restai, résigné d'avance à la salle de police. Le matin, ce fut elle qui parla la première de nous séparer. Écoute, Josetto, dit-elle, t'ai-je payé? D'après notre loi, je ne te devais rien, puisque tu es un paillo, mais tu es un joli garçon, et tu m'as plu, nous sommes quittes. Je lui demandai quand je la reverrais, quand tu seras moins niais, répondit-elle en riant. Puis, d'un ton plus sérieux. Sais-tu, mon fils, que je crois que je t'aime un peu? Mais cela ne peut durer, chien et loup ne font pas longtemps bon ménage. Peut-être que, si tu prenais la loi d'Égypte, j'aimerais à devenir ta Romie. Mais ce sont des bêtises. Cela ne se peut pas. Bah mon garçon, crois-moi, tu en es quitte à bon compte. Tu as rencontré le diable, oui, le diable. Il n'est pas toujours noir, et il ne t'a pas tordu le cou. Je suis habillée de laine, mais je ne suis pas mouton. Va mettre un cierge devant ta Majarie, elle a bien gagné. Allons, adieu encore une fois, ne pense plus à Carmencita, ou elle te ferait épouser une veuve à jambes de bois. En parlant ainsi, elle défaisait la barre qui fermait la porte, et une fois dans la rue elle s'enveloppa dans sa mantille et me tourna les talons. Elle disait vrai. J'aurais été sage de ne plus penser à elle,
Mais, depuis cette journée dans la rue du Candilro, je ne pouvais plus songer à autre chose. Je me promenais tout le jour, espérant la rencontrer, j'en demandais des nouvelles à la vieille et au marchand de fritures. L'un et l'autre répondaient qu'elle était partie pour l'Aloro, c'est ainsi qu'ils appellent le Portugal. Probablement c'était d'après les instructions de Carmen qu'il parlait de la sorte, mais je ne tardais pas à savoir qu'il mentait. Quelques semaines après ma journée de la rue du Candilro, je fus de faction à une des portes de la ville. À peu de distance de cette porte, il y avait une brèche qui s'était faite dans le mur d'enceinte. On y travaillait pendant le jour, et la nuit on y mettait un factionnaire pour empêcher les fraudeurs. Pendant le jour, je vis Lila Pastia, passer et repasser autour du corps de garde, et causer avec quelques-uns de mes camarades. Tous le connaissaient, et ses poissons et ses beignets encore mieux. Il s'approcha de moi et me demanda si j'avais des nouvelles de Carmen. Non, lui dis-je. Eh bien, vous en aurez, compère. Il ne se trompait pas, la nuit, je fus mis de faction à la brèche. Dès que le brigadier se fut retiré, je vis venir à moi une femme. Le cœur me disait que c'était Carmen. Cependant je criais, au large, on ne passe pas. Ne faites donc pas le méchant, me dit-elle en se faisant connaître à moi. Quoi? Vous voilà, Carmen. Oui, mon pays, parlons peu, parlons bien. Veux-tu gagner un doureau? Il va venir des gens avec des paquets, laisse-les faire. Non, répondis-je, je dois les empêcher de passer, c'est la consigne. La consigne? La consigne, tu n'y pensais pas, rue du Candilro. Ah, répondis-je, tout bouleversé par ce seul souvenir, cela valait bien la peine d'oublier la consigne. Mais je ne veux pas de l'argent des contrebandiers. Voyons, si tu ne veux pas d'argent, veux-tu que nous allions encore dîner chez la vieille Dorothée? Non, dis-je à moitié étranglé par l'effort que je faisais, je ne puis pas. Fort bien. Si tu es si difficile, je sais à qui m'adresser, j'offrirai à ton officier d'aller chez Dorothée. Il a l'air d'un bon enfant, et il fera mettre en sentinelle un gaillard qui ne verra que ce qu'il faudra voir. Adieu, Canaris, je rirai bien le jour où la consigne sera de te pendre. J'eus la faiblesse de la rappeler, et je promis de laisser passer toute la bohème, s'il le fallait, pourvu que j'obtinsse la seule récompense que je désirais. Elle me jura aussitôt de me tenir parole dès le lendemain, et courut prévenir ses amis qui étaient à 2 pas. Il y en avait 5, dont était Pastia, tous bien chargés de marchandises anglaises. Carmen faisait le guet. Elle devait avertir avec ses castagnettes dès qu'elle apercevrait la ronde, mais elle n'en eut pas besoin. Les fraudeurs firent leur affaire en un instant. Le lendemain, j'allai rue du Candilro, Carmen se fit attendre, et vint d'assez mauvaise humeur. Je n'aime pas les gens qui se font prier, dit-elle. Tu m'as rendu un plus grand service la première fois, sans savoir si tu y gagnerais quelque chose. Hier, tu as marchandé avec moi. Je ne sais pas pourquoi je suis venue, car je ne t'aime plus. Tiens, va-t'en, voilà un doureau pour ta peine. Peu s'en fallut que je ne lui jetasse la pièce à la tête, et je fus obligée de faire un effort violent sur moi-même pour ne pas la battre. Après nous être disputés pendant 1 heure, je sortis furieux. J'errai quelque temps par la ville, marchant de ça et de là comme un fou. Enfin j'entrai dans une église, et m'étant mis dans le coin le plus obscur, je pleurai à chaudes larmes. Tout d'un coup j'entends une voix, larmes de dragon. J'en veux faire un filtre. Je lève les yeux, c'était Carmen en face de moi. Eh bien, mon pays, m'en voulez-vous encore? Me dit-elle. Il faut bien que je vous aime, malgré que j'en ai, car, depuis que vous m'avez quitté, je ne sais ce que j'ai. Voyons. Maintenant, c'est moi qui te demande si tu veux venir rue du Candilro. Nous fîmes donc la paix, mais Carmen avait l'humeur comme est le temps chez nous. Jamais l'orage n'est si près dans nos montagnes que lorsque le soleil est le plus brillant. Elle m'avait promis de me revoir une autre fois chez Dorothée, et elle ne vint pas. Et Dorothée me dit de plus belle qu'elle était allée à l'Aloro pour les affaires d'Égypte. Sachant déjà par expérience à quoi m'en tenir là-dessus, je cherchais Carmen partout où je croyais qu'elle pouvait être, et je passais 20 fois par jour dans la rue du Candilro. Un soir, j'étais chez Dorothée, que j'avais presque apprivoisée en lui payant de temps à autre quelques verres d'anisette, lorsque Carmen entra, suivie d'un jeune homme, lieutenant dans notre régiment. « Va-t'en vite, me dit-elle en basque. Je restais stupéfait, la rage dans le cœur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» me dit le lieutenant. « Décampe, hors d'ici. » Je ne pouvais faire un pas, j'étais comme perdu. L'officier, en colère, voyant que je ne me retirais pas, et que je n'avais pas même ôté mon bonnet de police, me prit au collet et me secoua rudement. Je ne sais ce que je lui dis, il tira son épée, et je dégainai.
La vieille me saisit le bras, le lieutenant me donna un coup au front, dont je porte encore la marque. Je reculai, et d'un coup de coude je jetai Dorothée à la renverse. Puis, comme le lieutenant me poursuivait, je mis la pointe au corps, et il s'enferra. Carmen alors éteignit la lampe, et dit dans sa langue à Dorothée de s'enfuir. Moi-même je me sauvai dans la rue, et me mis à courir sans savoir où. Il me semblait que quelqu'un me suivait. Quand je revins à moi, je trouvai que Carmen ne m'avait pas quitté. « Grand niais de canari, me dit-elle, tu ne sais faire que des bêtises. Aussi bien, je te l'ai dit que je te porterais malheur. Allons, il y a remède à tout, quand on a pour bonne amie une flamande de Rome. Commence à mettre ce mouchoir sur ta tête, et jette-moi ce ceinturon, attends-moi dans cette allée, je reviens dans 2 minutes. » Elle disparut, et me rapporta bientôt une mante rayée qu'elle était allée chercher je ne sais où. Elle me fit quitter mon uniforme, et mettre la mante par-dessus ma chemise. Ainsi accoutrée, avec le mouchoir dont elle avait bandé la plaie que j'avais à la tête, je ressemblais assez à un paysan valencien, comme il y en a à Séville, qui viennent vendre leur orgeat de Chuffa. Puis elle me mena dans une maison assez semblable à celle de Dorothée, au fond d'une petite ruelle. Elle et une autre bohémienne me lavèrent, me pansèrent mieux que n'eût pu le faire un chirurgien-major, me firent boire je ne sais quoi. Enfin, on me mit sur un matelas, et je m'endormis. Probablement ces femmes avaient mêlé dans ma boisson quelques-unes de ces drogues assoupissantes, dont elles ont le secret, car je ne m'éveillai que fort tard le lendemain. J'avais un grand mal de tête et un peu de fièvre. Il fallut quelque temps pour que le souvenir me revînt de la terrible scène où j'avais pris par la veille. Après avoir pansé ma plaie, Carmen et son amie, accroupies toutes les deux sur les talons auprès de mon matelas, échangèrent quelques mots en chipkali, qui paraissait être une consultation médicale. Puis toutes deux m'assurèrent que je serais guérie avant peu, mais qu'il fallait quitter Séville le plus tôt possible, car, si l'on m'y attrapait, j'y serais fusillée sans rémission. « Mon garçon, me dit Carmen, il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant que le roi ne te donne plus ni riz ni merluche, il faut que tu songes à gagner ta vie. Tu es trop bête pour voler à Pasteza, mais tu es leste et fort. Si tu as du cœur, va-t'en à la côte, et fais-toi contrebandier. Ne t'ai-je pas promis de te faire pendre ? Cela vaut mieux que d'être fusillé. D'ailleurs, si tu sais t'y prendre, tu vivras comme un prince, aussi longtemps que les minons et les gardes-côtes ne te mettront pas la main sur le collet. » Ce fut de cette façon engageante que cette diable de fille me montra la nouvelle carrière qu'elle me destinait, la seule, à vrai dire, qui me resta, maintenant que j'avais encouru la peine de mort. « Vous le dirai-je, monsieur ? » Elle me détermina sans beaucoup de peine. Il me semblait que je m'unissais à elle plus intimement, par cette vie de hasard et de rébellion. Désormais je crus m'assurer son amour. J'avais entendu souvent parler de quelques contrebandiers qui parcouraient l'Andalousie, montés sur un bon cheval, l'espingole au poing, leur maîtresse en croupe. Je me voyais déjà trottant par monts et par vaux, avec la gentille bohémienne derrière moi. Quand je lui parlais de cela, elle riait à se tenir les côtes, et me disait qu'il n'y a rien de si beau qu'une nuit passée au bivouac, lorsque chaque homme se retire avec sa remise sous sa petite tente formée de 3 cerceaux, avec une couverture par-dessus. « Si je te tiens jamais dans la montagne, lui disais-je, je serai sûr de toi. Là, il n'y a pas de lieutenant pour partager avec moi. »« Ah, tu es jaloux, répondait-elle. Tant pis pour toi, comment es-tu assez bête pour cela ? Ne vois-tu pas que je t'aime, puisque je ne t'ai jamais demandé d'argent ? » Lorsqu'elle parlait ainsi, j'avais envie de l'étrangler. Pour le faire court, monsieur, Carmen me procura un habit bourgeois, avec lequel je sortis de Séville sans être reconnu. J'allai à Gérèse avec une lettre de Pastia pour un marchand d'anisette, chez qui se réunissaient des contrebandiers. On me présenta à ces gens-là, dont le chef, surnommé le Danker, me reçut dans sa troupe. Nous partîmes pour Gossin, où je retrouvai Carmen, qui m'y avait donné rendez-vous. Dans les expéditions, elle servait d'espion à nos gens, et de meilleur il n'y en eut jamais. Elle revenait de Gibraltar, et déjà elle avait arrangé avec un patron de navire, l'embarquement de marchandises anglaises que nous devions recevoir sur la côte. Nous allâmes les attendre près d'Estepona, puis nous en cachâmes une partie dans la montagne. Chargés du reste, nous nous rendîmes à Ronda. Carmen nous y avait précédés, ce fut elle encore qui nous indiqua le moment où nous entrerions en ville. Ce premier voyage et quelques autres après furent heureux. La vie de contrebandier me plaisait mieux que la vie de soldat. Je faisais des cadeaux à Carmen. J'avais de l'argent et une maîtresse. Je n'avais guère de remords, car, comme disent les bohémiens, Gale avec plaisir ne démange pas. Partout nous étions bien reçus, mes compagnons me traitaient bien,
et même me témoignaient de la considération. La raison, c'était que j'avais tué un homme, et parmi eux il y en avait qui n'avaient pas un pareil exploit sur la conscience. Mais ce qui me touchait davantage dans ma nouvelle vie, c'est que je voyais souvent Carmen. Elle me montrait plus d'amitié que jamais. Cependant, devant les camarades, elle ne convenait pas qu'elle était ma maîtresse. Et même, elle m'avait fait jurer par toutes sortes de serments de ne rien leur dire sur son compte. J'étais si faible devant cette créature, que j'obéissais à tous ses caprices. D'ailleurs, c'était la première fois qu'elle se montrait à moi avec la réserve d'une honnête femme, et j'étais assez simple pour croire qu'elle s'était véritablement corrigée de ses façons d'autrefois. Notre troupe, qui se composait de 8 ou 10 hommes, ne se réunissait guère que dans les moments décisifs, et d'ordinaire nous étions dispersés 2 à 2, 3 à 3, dans les villes et les villages. Chacun de nous prétendait avoir un métier. Celui-ci était chaudronnier, celui-là maquignon, moi, j'étais marchand de mercerie, mais je ne me montrais guère dans les gros endroits, à cause de ma mauvaise affaire de Séville. Un jour, ou plutôt une nuit, notre rendez-vous était au bas de Végé. Le Danker et moi nous nous y trouvâmes avant les autres, il paraissait fort gai. « Nous allons avoir un camarade de plus, me dit-il. Carmen vient de faire un de ses meilleurs tours. Elle vient de faire échapper son rhum qui était au Presidio à Tarifa. » Je commençais déjà à comprendre le bohémien, que parlaient presque tous mes camarades, et ce mot de rhum me causa un saisissement. « Comment ? Son mari. Elle est donc mariée ? Demandai-je au capitaine. « Oui, répondit-il, à Garcia le Borgne, un bohémien aussi futé qu'elle. Le pauvre garçon était aux galères. Carmen a si bien embobliné le chirurgien du Presidio, qu'elle en a obtenu la liberté de son rhum. À cette fille-là vaut son pesant d'or, il y a 2 ans qu'elle cherche à le faire évader. Rien n'a réussi, jusqu'à ce qu'on s'est avisé de changer le major. Avec celui-ci, il paraît qu'elle a trouvé bien vite le moyen de s'entendre. Vous vous imaginez le plaisir que me fit cette nouvelle. Je vis bientôt Garcia le Borgne. C'était bien le plus vilain monstre que la Bohême ait nourri. Noir de peau et plus noir d'âme, c'était le plus franc scélérat que j'ai rencontré dans ma vie. Carmen vint avec lui, et, lorsqu'elle appelait son rhum devant moi, il fallait voir les yeux qu'elle me faisait, et ses grimaces quand Garcia tournait la tête. J'étais indigné, et je ne lui parlais pas de la nuit. Le matin nous avions fait nos ballots, et nous étions déjà en route, quand nous nous aperçûmes qu'une 12aine de cavaliers étaient à nos trousses. Les fanfarons andalous qui ne parlaient que de tout massacrer firent aussitôt piteuse mine. Ce fut un sauve-qui-peut général. Le Danker, Garcia, un joli garçon des Syrahs, qui s'appelait le Remondado, et Carmen ne perdirent pas la tête. Le reste avait abandonné les mulets, et s'était jeté dans les ravins où les chevaux ne pouvaient les suivre. Nous ne pouvions conserver nos bêtes, et nous nous hâtâmes de défaire le meilleur de notre butin, et de le charger sur nos épaules, puis nous essayâmes de nous sauver au travers des rochers par les pentes les plus raides. Nous jetions nos ballots devant nous, et nous les suivions de notre mieux en glissant sur les talons. Pendant ce temps-là, l'ennemi nous canardait. C'était la première fois que j'entendais siffler les balles, et cela ne me fit pas grand-chose. Quand on est en vue d'une femme, il n'y a pas de mérite à se moquer de la mort. Nous nous échappâmes, excepté le pauvre Remondado, qui reçut un coup de feu dans les reins. Je jetai mon paquet, et j'essayai de le prendre. « Imbécile !» me cria Garcia, « qu'avons-nous à faire d'une charogne ? Achève-le et ne perds pas les bas de coton. »« Jette-le. Jette-le » me criait Carmen. La fatigue m'obligea de le déposer un moment à l'abri d'un rocher. Garcia s'avança, et lui lâcha son espingole dans la tête. Bien habile qui le reconnaîtrait maintenant, dit-il en regardant sa figure que 12 balles avaient mise en morceaux. Voilà, monsieur, la belle vie que j'ai menée. Le soir, nous nous trouvâmes dans un hallier, épuisés de fatigue, n'ayant rien à manger et ruinés par la perte de nos mulets. Que fit cet infernal Garcia ? Il tira un paquet de cartes de sa poche, et se mit à jouer avec le Danker à la lueur d'un feu qu'ils allumèrent. Pendant ce temps-là, moi, j'étais couché, regardant les étoiles, pensant au Remondado, et me disant que j'aimerais autant être à sa place. Carmen était accroupie près de moi, et de temps en temps, elle faisait un roulement de castagnette en chantonnant. Puis, s'approchant comme pour me parler à l'oreille, elle m'embrasse, presque malgré moi, 2 ou 3 fois. « Tu es le diable, lui disais-je. »« Oui, » me répondait-elle. Après quelques heures de repos, elle s'enfuit à Gossin, et le lendemain matin, un petit chevrier vint nous porter du pain. Nous demeurâmes là tout le jour, et la nuit nous nous rapprochâmes de Gossin. Nous attendions des nouvelles de Carmen, rien ne venait. Au jour, nous voyions un muletier qui menait une femme bien habillée,
avec un parasol, et une petite fille qui paraissait sa domestique. Garcia nous dit, voilà 2 mules et 2 femmes que Saint Nicolas nous envoie. J'aimerais mieux 4 mules, n'importe, j'en fais mon affaire. Il prit son espingole et descendit vers le sentier en se cachant dans les broussailles. Nous le suivions, le Danker et moi, à peu de distance. Quand nous fûmes à portée, nous nous montrâmes, et nous criâmes au muletier de s'arrêter. La femme, en nous voyant, au lieu de s'effrayer, et notre toilette aurait suffi pour cela, fait un grand éclat de rire. Allez Lillipandi qui me prennent pour une Éranie. C'était Carmen, mais si bien déguisée, que je ne l'aurais pas reconnue, parlant une autre langue. Elle sauta en bas de sa mule, et causa quelque temps à voix basse avec le Danker et Garcia, puis elle me dit, « Canari, nous nous reverrons avant que tu sois pendu. Je vais à Gibraltar pour les affaires d'Égypte, vous entendrez bientôt parler de moi. » Nous nous séparâmes après qu'elle nous eut indiqué un lieu où nous pourrions trouver un abri pour quelques jours. Cette fille était la providence de notre troupe. Nous reçûmes bientôt quelque argent qu'elle nous envoya, et un avis qui valait mieux pour nous, c'était que tel jour partirait 2 milords anglais, allant de Gibraltar à Grenade par tel chemin, à bon entendeur salut. Ils avaient de belles et bonnes guinées, Garcia voulait les tuer, mais le Danker et moi nous nous y opposâmes. Nous ne leur prîmes que l'argent et les montres, outre les chemises, dont nous avions grand besoin. Monsieur, on devient coquin sans y penser. Une jolie fille vous fait perdre la tête, on se bat pour elle, un malheur arrive, il faut vivre à la montagne, et de contrebandier on devient voleur avant d'avoir réfléchi. Nous jugeâmes qu'il ne faisait pas bon pour nous dans les environs de Gibraltar après l'affaire des Milords, et nous nous enfonçâmes dans la Sierra de Ronda. Vous m'avez parlé de José Maria. Tenez, c'est là que j'ai fait connaissance avec lui, il mettait sa maîtresse dans ses expéditions. C'était une jolie fille, sage, modeste, de bonnes manières, jamais un mot malhonnête et un dévouement. En revanche, il la rendait bien malheureuse. Il était toujours à courir après toutes les filles, il la malmenait, puis quelquefois il s'avisait de faire le jaloux. Une fois, il lui donna un coup de couteau, eh bien, elle ne l'en aimait que davantage. Les femmes sont ainsi faites, les Andalouses surtout. Celle-là était fière de la cicatrice qu'elle avait au bras, et la montrait comme la plus belle chose du monde. Et puis José Maria, par-dessus le marché, était le plus mauvais camarade. Dans une expédition que nous fîmes, il s'arrangea si bien que tout le profit lui en demeura, à nous les coups et l'embarras de l'affaire. Mais je reprends mon histoire. Nous n'entendions plus parler de Carmen, le Danker dit, il faut qu'un de nous aille à Gibraltar, pour en avoir des nouvelles, elle doit avoir préparé quelque affaire. J'irai bien, mais je suis trop connu à Gibraltar. Le borgne dit, moi aussi, on m'y connaît, j'y ai fait tant de farces aux écrevisses, et, comme je n'ai qu'un œil, je suis difficile à déguiser. Il faut donc que j'y aille, dis-je à mon tour, enchanté à la seule idée de revoir Carmen. Voyons, que faut-il faire? Les autres me dirent, fais tant que de t'embarquer ou de passer par Saint-Roch, comme tu aimeras le mieux, et, lorsque tu seras à Gibraltar, demande sur le port où demeure une marchande de chocolat qui s'appelle la Rolona. Quand tu l'auras trouvée, tu sauras d'elle ce qui se passe là-bas. Il fut convenu que nous partirions tous les 3 pour la Sierra de Gossin, que j'y laisserais mes 2 compagnons, et que je me rendrais à Gibraltar comme un marchand de fruits. À Ronda, un homme qui était à nous, m'avait procuré un passeport. À Gossin, on me donna un âne. Je le chargeai d'oranges et de melons, et je me mis en route. Arrivé à Gibraltar, je trouvai qu'on y connaissait bien la Rolona, mais elle était morte ou elle était allée à Finibustera, et sa disparition expliquait, à mon avis, comment nous avions perdu notre moyen de correspondre avec Carmen. Je mis mon âne dans une écurie, et, prenant mes oranges, j'allai par la ville comme pour les vendre, mais en effet, pour voir si je ne rencontrerais pas quelque figure de connaissance. Il y a la force canaille de tous les pays du monde, et c'est la tour de Babel, car on ne saurait faire 10 pas dans une rue sans entendre parler autant de langues. Je voyais bien des gens d'Égypte, mais je n'osais guère m'y fier. Je les tâtais, et ils me tâtaient. Nous devinions bien que nous étions des coquins, l'important était de savoir si nous étions de la même bande. Après 2 jours passés en courses inutiles, je n'avais rien appris touchant la Rolina, ni Carmen, et je pensais à retourner auprès de mes camarades après avoir fait quelques emplettes, lorsqu'en me promenant dans une rue, au coucher du soleil, j'entendis une voix de femme d'une fenêtre qui me dit « Marchand d'oranges ». Je lève la tête, et je vois à un balcon Carmen, accoudée avec un officier en rouge, épaulettes d'or, cheveux frisés, tournure d'un gros milord. Pour elle, elle était habillée superbement. Un châle sur les épaules, un peigne d'or, tout en soie, et la bonne pièce,
toujours la même, riait à se tenir les côtés. L'Anglais, en baragouinant l'espagnol, me cria de monter, que madame voulait des oranges. Et Carmen me dit en basque, monte, et ne t'étonne de rien. Rien, en effet, ne devait m'étonner de sa part. Je ne sais si j'eus plus de joie que de chagrin en la retrouvant. Il y avait à la porte un grand domestique anglais, poudré, qui me conduisit dans un salon magnifique. Carmen me dit aussitôt en basque, « Tu ne sais pas un mot d'espagnol, tu ne me connais pas. » Puis, se tournant vers l'anglais, « Je vous le disais bien, je l'ai tout de suite reconnu pour un basque, vous allez entendre quelle drôle de langue. Comme il a l'air bête, n'est-ce pas? On dirait un chat surpris dans un garde-manger. Et toi, lui dis-je dans ma langue, tu as l'air d'une effrontée coquine, et j'ai bien envie de te balafrer la figure devant ton galant. Mon galant, dit-elle, tiens, tu as deviné cela tout seul? Et tu es jaloux de cet imbécile-là? Tu es encore plus niais qu'avant nos soirées de la rue du Candilro. Ne vois-tu pas, sot que tu es, que je fais en ce moment les affaires d'Égypte, et de la façon la plus brillante. Cette maison est à moi, les guinées de l'écrevisse seront à moi. Je le mène par le bout du nez, je le mènerai d'où il ne sortira jamais. Et moi, lui dis-je, si tu fais encore les affaires d'Égypte de cette manière-là, je ferai si bien que tu ne recommenceras plus. Ah oui là. Es-tu mon rhum pour me commander? Le borgne le trouve bon, qu'as-tu à y voir? Ne devrais-tu pas être bien content d'être le seul qui se puisse dire mon Minchoro? Qu'est-ce qu'il dit? Demanda l'anglais. Il dit qu'il a soif et qu'il boirait bien un coup, répondit Carmen. Et elle se renversa sur un canapé, en éclatant de rire à sa traduction. Monsieur, quand cette fille-là riait, il n'y avait pas moyen parler raison, tout le monde riait avec elle. Ce grand anglais se mit à rire aussi, comme un imbécile qu'il était, et ordonna qu'on m'apportât à boire. Pendant que je buvais, vois-tu cette bague qu'il a au doigt, dit-elle. Si tu veux je te la donnerai. Moi je répondis, je donnerai un doigt pour tenir ton milord dans la montagne, chacun un maquila au poing. Maquila, qu'est-ce que cela veut dire? Demanda l'anglais. Maquila, dit Carmen riant toujours, c'est une orange. N'est-ce pas un bien drôle de mot pour une orange? Il dit qu'il voudrait vous faire manger du maquila. Oui, dit l'anglais, eh bien, apporte encore demain du maquila. Pendant que nous parlions, le domestique entra et dit que le dîner était prêt. Alors l'anglais se leva, me donna une piastre, et offrit son bras à Carmen, comme si elle ne pouvait pas marcher seule. Carmen, riant toujours, me dit, « Mon garçon, je ne puis t'inviter à dîner, dès que tu entendras le tambour pour la parade, viens ici avec des oranges. Tu trouveras une chambre mieux meublée, et puis nous parlerons des affaires d'Égypte. » Je ne répondis rien, et j'étais dans la rue que l'anglais me criait, « Apportez demain du maquila », et j'entendais les éclats de rire de Carmen. Je sortis, ne sachant ce que je ferais, je ne dormis guère, le matin je me trouvais si en colère contre cette traîtresse que j'avais résolu de partir de Gibraltar sans la revoir. Au premier roulement de tambour, tout mon courage m'abandonna. Je pris ma natte d'orange et je courus chez Carmen. Sa jalousie était entr'ouverte, et je vis son grand œil noir qui me guettait. Le domestique poudré m'introduisit aussitôt. Carmen lui donna une commission, et dès que nous fûmes seuls, elle partit d'un de ses éclats de rire de crocodile, et se jeta à mon cou. Je ne l'avais jamais vue si belle. Parée comme une madone, parfumée, des meubles de soie, des rideaux brodés, et moi fait comme un voleur que j'étais. « Minchoro » disait Carmen, « j'ai envie de tout casser ici, de mettre le feu à la maison et de m'enfuir à la Sierra. » Et c'était des tendresses, et puis des rires, et elle dansait, et elle déchirait ses falbalas. Jamais singe ne fit plus de gambades, de grimaces, de diableries. Quand elle eut repris son sérieux, « Écoute, me dit-elle, il s'agit de l'Égypte. Je veux qu'il me mène à Ronda, où j'ai une sœur religieuse. Nous passons par un endroit que je te ferai dire. Vous tombez sur lui, pillez Razibus. Le mieux serait de l'escoffier, mais, ajouta-t-elle avec un sourire diabolique qu'elle avait dans de certains moments, et ce sourire-là, personne n'avait alors envie de l'imiter, sais-tu ce qu'il faudrait faire? Que le borgne paraisse le premier. Tenez-vous un peu en arrière. L'écrevisse est brave et adroit, il a de bons pistolets, comprends-tu? Elle s'interrompit par un nouvel éclat de rire qui me fit frissonner. Non, lui dis-je. Je es Garcia, mais c'est mon camarade. Un jour peut-être je t'en débarrasserai, mais nous réglerons nos comptes à la façon de mon pays. Je ne suis égyptien que par hasard, et pour certaines choses, je serai toujours franc-navarrais, comme dit le proverbe. Elle reprit. Tu es une bête, un niais, un vrai paillo. Tu es comme le nain qui se croit grand quand il a pu cracher loin, tu ne m'aimes pas, va-t'en.
Quand elle me disait « Va-t'en », je ne pouvais m'en aller. Je promis de partir, de retourner auprès de mes camarades et d'attendre l'anglais. De son côté, elle me promit d'être malade jusqu'au moment de quitter Gibraltar pour Ronda. Je demeurai encore 2 jours à Gibraltar. Elle eut l'audace de me venir voir déguisée dans mon auberge. Je partis. Moi aussi j'avais mon projet. Je retournai à notre rendez-vous, sachant le lieu et l'heure où l'anglais et Carmen devaient passer. Je trouvai le Denker et Garcia qui m'attendaient. Nous passâmes la nuit dans un bois auprès d'un feu de pommes de pin qui flambait à merveille. Je proposai à Garcia de jouer aux cartes, il accepta. À la seconde partie je lui dis qu'il trichait, il se mit à rire, je lui jetai les cartes à la figure. Il voulut prendre son espingole. Je mis le pied dessus, et je lui dis « On dit que tu sais jouer du couteau comme le meilleur Jacques de Malaga, veux-tu t'essayer avec moi ?» Le Denker voulut nous séparer, j'avais donné 2 ou 3 coups de poing à Garcia. La colère l'avait rendu brave. Il avait tiré son couteau, moi le mien. Nous dîmes tous deux au Denker de nous laisser place libre et franc jeu. Il vit qu'il n'y avait pas moyen de nous arrêter, et il s'écarta. Garcia était déjà ployé en 2 comme un chat, prêt à s'élancer contre une souris. Il tenait son chapeau de la main gauche, pour parer, son couteau en avant, c'est leur garde andalouse. Moi, je me mis à la navarraise, droit en face de lui, le bras gauche levé, la jambe gauche en avant, le couteau le long de la cuisse droite. Je me sentais plus fort qu'un géant. Il se lança sur moi comme un trait, je tournai sur le pied gauche et il ne trouva plus rien devant lui, mais je l'atteignis à la gorge, et le couteau entra si avant, que ma main était sous son menton. Je retournai la lame si fort qu'elle se cassa. C'était fini. La lame sortit de la plaie lancée par un bouillon de sang gros comme le bras, il tomba sur le nez, raide comme un pieu. « Qu'as-tu fait ?» me dit le Denker. « Écoute, lui dis-je, nous ne pouvions vivre ensemble, j'aime Carmen, et je veux être seule. D'ailleurs, Garcia était un coquin, et je me rappelle ce qu'il a fait au pauvre Raymond Dado. Nous ne sommes plus que 2, mais nous sommes de bons garçons. Voyons, veux-tu de moi pour ami, à la vie, à la mort ?» Le Denker me tendit la main, c'était un homme de 50 ans. « Au diable les amourettes » s'écria-t-il, « si tu lui avais demandé Carmen, il te l'aurait vendue pour une piastre. Nous ne sommes plus que 2, comment ferons-nous demain ? Laisse-moi faire tout seul, lui répondis-je, maintenant je me moque du monde entier. Nous enterrâmes Garcia, et nous allâmes placer notre camp 200 pas plus loin. Le lendemain, Carmen et son anglais passèrent, avec 2 muletiers et un domestique. Je dis au Denker, je me charge de l'anglais, fais peur aux autres, ils ne sont pas armés. L'anglais avait du cœur, si Carmen ne lui eût poussé le bras, il me tuait. Bref, je reconquis Carmen ce jour-là, et mon premier mot fut de lui dire qu'elle était veuve. Quand elle sut comment cela s'était passé, « Tu seras toujours un Lillipandi » me dit-elle, Garcia devait te tuer. Ta garde navarraise n'est qu'une bêtise, et il en a mis à l'ombre de plus habiles que toi. C'est que son temps était venu, le tien viendra. Et le tien, répondis-je. Si tu n'es pas pour moi une vraie Romy. À la bonne heure, dit-elle, j'ai vu plus d'une fois dans du marc de café que nous devions finir ensemble. Bon, arrive qui plante, et elle fit claquer ses castagnettes, ce qu'elle faisait toujours quand elle voulait chasser quelque idée importune. On s'oublie quand on parle de soi. Tous ces détails-là vous ennuient sans doute, mais j'ai bientôt fini. La vie que nous menions dura assez longtemps. Le Denker et moi, nous nous étions associés quelques camarades plus sûrs que les premiers, et nous nous occupions de contrebande, et aussi parfois, il faut bien l'avouer, nous arrêtions sur la grande route, mais à la dernière extrémité, et lorsque nous ne pouvions faire autrement. D'ailleurs, nous ne maltraitions pas les voyageurs, et nous nous bornions à leur prendre leur argent. Pendant quelques mois je fus content de Carmen. Elle continuait à nous être utile pour nos opérations, en nous avertissant des bons coups que nous pourrions faire. Elle se tenait, soit à Malaga, soit à Cordoue, soit à Grenade. Mais, sur un mot de moi, elle quittait tout, et venait me retrouver dans une venta isolée, ou même au bivouac. Une fois seulement, c'était à Malaga, elle me donna quelque inquiétude. Je sus qu'elle avait jeté son dévolu sur un négociant fort riche, avec lequel probablement elle se proposait de recommencer la plaisanterie de Gibraltar. Malgré tout ce que le Denker put me dire pour m'arrêter, je partis dans Malaga en plein jour, je cherchai Carmen et je l'emmenai aussitôt. Nous eûmes une verte explication. Sais-tu, me dit-elle, que, depuis que tu es mon rhum pour tout bon, je t'aime moins que lorsque tu étais mon Mancoro ? Je ne veux pas être tourmentée ni surtout commandée. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qui me plaît. Prends garde de me pousser à bout. Si tu m'ennuies, je trouverai quelque bon garçon qui te fera comme tu as fait aux borgnes.
Le banquier nous raccommoda, mais nous nous étions dit des choses qui nous restaient sur le cœur et nous n'étions plus comme auparavant. Peu après, un malheur nous arriva. La troupe nous surprit, le banquier fut tué, ainsi que 2 de mes camarades, 2 autres furent pris. Moi, je fus grièvement blessé, et, sans mon bon cheval, je demeurai entre les mains des soldats. Exténué de fatigue, ayant une balle dans le corps, j'allai me cacher dans un bois avec le seul compagnon qui me resta. Je m'évanouis en descendant de cheval, et je crus que j'allais crever dans les broussailles comme un lièvre qui a reçu du plomb. Mon camarade me porta dans une grotte que nous connaissions, puis alla chercher Carmen. Elle était à Grenade, et aussitôt elle accourut. Pendant 15 jours, elle ne me quitta pas d'un instant, elle ne ferma pas l'œil. Elle me soigna avec une adresse et des attentions que jamais femme n'a eues pour l'homme le plus aimé. Dès que je pus me tenir sur mes jambes, elle me mena à Grenade dans le plus grand secret. Les bohémiennes trouvent partout des asiles sûrs, et je passai plus de 6 semaines dans une maison, à 2 portes du corrégidor qui me cherchait. Plus d'une fois, regardant derrière un volet, je le vis passer. Enfin, je me rétablis, mais j'avais fait bien des réflexions sur mon lit de douleur, et je projetais de changer de vie. Je parlais à Carmen de quitter l'Espagne, et de chercher à vivre honnêtement dans le nouveau monde, elle se moqua de moi. Nous ne sommes pas faits pour planter des choux, dit-elle. Notre destin, à nous, c'est de vivre aux dépens des pélos. Tiens, j'ai arrangé une affaire avec Nathan Ben Joseph de Gibraltar, il a des cotonnades qui n'attendent que toi pour passer. Il sait que tu es vivant, il compte sur toi. Que diraient nos correspondants de Gibraltar, si tu leur manquais de parole? Je me laissai entraîner, et je repris mon vilain commerce. Pendant que j'étais caché à Grenade, il y eut des courses de taureaux où Carmen alla. En revenant, elle parla beaucoup d'un picador très adroit nommé Lucas. Elle savait le nom de son cheval, et combien lui coûtait sa veste brodée, je n'y fis pas attention. Juanito, le camarade qui m'était resté, me dit, quelques jours après, qu'il avait vu Carmen avec Lucas chez un marchand du Zacatin. Cela commença à m'alarmer. Je demandai à Carmen comment et pourquoi elle avait fait connaissance avec le picador. C'est un garçon, me dit-elle, avec qui on peut faire une affaire. Rivière qui fait du bruit à de l'eau ou des cailloux. Il a gagné 1200 réaux aux courses. De 2 choses l'une, ou bien il faut avoir cet argent. Ou bien, comme c'est un bon cavalier et un gaillard de cœur, ou peut l'enrôler dans notre bande, un tel et un tel sont morts, tu as besoin de les remplacer, prends-le avec toi. Je ne veux, répondis-je, ni de son argent, ni de sa personne, et je te défends de lui parler. Prends garde, me dit-elle, lorsqu'on me défie de faire une chose, elle est bientôt faite. Heureusement, le picador partit pour Malaga, et moi, je me mis en devoir de faire entrer les cotonnades du Juif. J'eus fort à faire dans cette expédition-là, Carmen aussi, et j'oubliai Lucas. Peut-être aussi l'oublia-t-elle, pour le moment du moins. C'est vers ce temps, monsieur, que je vous rencontre d'abord près de Montilla, puis après à Cordoue. Je ne vous parlerai pas de notre dernière entrevue, vous en savez peut-être plus long que moi. Carmen vous vola votre montre. Elle voulait encore votre argent, et surtout cette bague que je vois à votre doigt, et qui, dit-elle, est un anneau magique qui lui importait beaucoup de posséder. Nous eûmes une violente dispute, et je la frappai. Elle pâlit et pleura, c'était la première fois que je la voyais pleurer, et cela me fit un effet terrible. Je lui demandai pardon, mais elle me bouda pendant tout un jour, et, quand je repartis pour Montilla, elle ne voulut pas m'embrasser. J'avais le cœur gros, lorsque, 3 jours après, elle vint me trouver l'air riant et gai comme un pinson. Tout était oublié et nous avions l'air d'amoureux de 2 jours. Au moment de nous séparer, elle me dit, il y a une fête à Cordoue, je vais la voir, puis je saurai les gens qui s'en vont avec de l'argent, et je te le dirai. Je la laissai partir. Seule, je pensais à cette fête et à ce changement d'humeur de Carmen. Il faut qu'elle se soit vengée déjà, me dis-je, puisqu'elle est revenue la première. Un paysan dit qu'il y avait des taureaux à Cordoue, voilà mon sang qui bouillonne, et, comme un fou, je pars, et je vais à la place. On me montra Lucas, et, sur le banc contre la barrière, je reconnus Carmen. Il me suffit de la voir 1 minute pour être sûr de mon fait. Lucas, au premier taureau, fit le joli cœur, comme je l'avais prévu. Il arracha la cocarde du taureau et la porta à Carmen, qui s'encoiffa sur le champ. Le taureau se chargea de me venger. Lucas fut culbuté avec son cheval sur la poitrine, et le taureau par-dessus tous les 2. Je regardai Carmen, elle n'était déjà plus à sa place. Il m'était impossible de sortir de celle où j'étais, et je fus obligé d'attendre la fin des courses.
Alors j'allai à la maison que vous connaissez, et je m'y tins quoi toute la soirée et une partie de la nuit. Vers 2 heures du matin Carmen revint, et fut un peu surprise de me voir. Viens avec moi, lui dis-je, et bien dit-elle, partons. J'allai prendre mon cheval, je la mis en croupe, et nous marchâmes tout le reste de la nuit sans nous dire un seul mot. Nous nous arrêtâmes au jour dans une venta isolée, assez près d'un petit ermitage. Là, je dis à Carmen, écoute, j'oublie tout, je ne te parlerai de rien, mais jure-moi une chose, c'est que tu vas me suivre en Amérique, et que tu t'y tiendras tranquille. Non, dit-elle d'un ton boudeur, je ne veux pas aller en Amérique, je me trouve bien ici. C'est parce que tu es près de Lucas, mais songe bien, s'il guérit, ce ne sera pas pour faire de vieux os. Au reste, pourquoi m'en prendre à lui? Je suis là de tuer tous tes amants, c'est toi que je tuerai. Elle me regarda fixement de son regard sauvage et me dit, j'ai toujours pensé que tu me tuerais. La première fois que je t'ai vu, je venais de rencontrer un prêtre à la porte de ma maison. Et cette nuit, en sortant de Cordoue, n'as-tu rien vu? Un lièvre a traversé le chemin entre les pieds de ton cheval, c'est écrit. Carmencita, lui demandai-je, est-ce que tu ne m'aimes plus? Elle ne répondit rien. Elle était assise les jambes croisées sur une natte et faisait des traits par terre avec son doigt. Changeons de vie, Carmen, lui dis-je d'un ton suppliant, allons vivre quelque part où nous ne serons jamais séparés. Tu sais que nous avons, pas loin d'ici, sous un chêne, 120 tons enterrés. Puis, nous avons des fonds encore chez le juif Ben Joseph. Elle se mit à sourire, et me dit, moi d'abord, toi ensuite. Je sais bien que cela doit arriver ainsi. Réfléchis, repris-je. Je suis au bout de ma patience et de mon courage. Prends ton parti ou je prendrai le mien. Je la quittai et j'allais me promener du côté de l'ermitage. Je trouvai l'ermite qui priait. J'attendis que sa prière fût finie, j'aurais bien voulu prier, mais je ne pouvais pas. Quand il se releva j'allai à lui. Mon père lui dis-je, voulez-vous prier pour quelqu'un qui est en grand péril? Je prie pour tous les affligés, dit-il. Pouvez-vous dire une messe pour une âme qui va peut-être paraître devant son Créateur? Oui, répondit-il en me regardant fixement, et, comme il y avait, dans mon air quelque chose d'étrange, il voulut me faire parler. Il me semble que je vous ai vu, dit-il. Je mis une piastre sur son banc. Quand direz-vous la messe, lui demandai-je. Dans une demi-heure. Le fils de l'aubergiste de là-bas va venir la servir. Dites-moi, jeune homme, n'avez-vous pas quelque chose sur la conscience qui vous tourmente? Voulez-vous écouter les conseils d'un chrétien? Je me sentais près de pleurer. Je lui dis que je reviendrais, et je me sauvai. J'allais me coucher sur l'herbe jusqu'à ce que j'entendisse la cloche. Alors, je m'approchai, mais je restai en dehors de la chapelle. Quand la messe fut dite, je retournai à la venta. J'espérais que Carmen se serait enfuie. Elle aurait pu prendre mon cheval et se sauver, mais je la retrouvai. Elle ne voulait pas qu'on pût dire que je lui avais fait peur. Pendant mon absence, elle avait défait l'ourlet de sa robe pour en retirer le plomb. Maintenant, elle était devant une table, regardant dans une terrine pleine d'eau, le plomb qu'elle avait fait fondre et qu'elle venait d'y jeter. Elle était si occupée de sa magie qu'elle ne s'aperçut pas d'abord de mon retour. Tantôt elle prenait un morceau de plomb et le tournait de tous les côtés d'un air triste, tantôt elle chantait quelqu'une de ses chansons magiques où elle invoque Marie Padilla, la maîtresse de Don Pedro, qui fut, dit-on, la Barrique Raliza, ou la grande reine des Bohémiens. Carmen, lui dis-je, voulez-vous venir avec moi? Elle se leva, jeta sa sébile, et mit sa mantille sur sa tête comme prête à partir. On m'amena mon cheval, elle monta en croupe et nous nous éloignâmes. Ainsi, lui dis-je, ma Carmen, après un bout de chemin, tu veux bien me suivre, n'est-ce pas? Je te suis à la mort, oui, mais je ne vivrai plus avec toi. Nous étions dans une gorge solitaire. J'arrêtai mon cheval, est-ce ici, dit-elle? Et d'un bond elle fut à terre. Elle ôta sa mantille, la jeta à ses pieds, et se tint immobile, un poing sur la hanche, me regardant fixement. Tu veux me tuer, je le vois bien, dit-elle. C'est écrit, mais tu ne me feras pas céder. Je t'en prie, lui dis-je, sois raisonnable, écoute-moi, tout le passé est oublié. Pourtant, tu le sais, c'est toi qui m'as perdu. C'est pour toi que je suis devenu un voleur et un meurtrier. Carmen. Ma Carmen, laisse-moi te sauver et me sauver avec toi. José. Répondit-elle, tu me demandes l'impossible. Je ne t'aime plus, toi, tu m'aimes encore, et c'est pour cela que tu veux me tuer. Je pourrais bien encore te faire quelques mensonges, mais je ne veux pas m'en donner la peine. Tout est fini entre nous. Comme mon Rome, tu as le droit de tuer ta Romy, mais Carmen sera toujours libre. Cali elle est née, Cali elle mourra.
Tu aimes donc Lucas? Lui demandai-je. Oui, je l'ai aimé, comme toi, un instant, moins que toi peut-être. À présent, je n'aime plus rien, et je me hais pour t'avoir aimé. Je me jetai à ses pieds, je lui pris les mains, je les arrosai de mes larmes. Je lui rappelai tous les moments de bonheur que nous avions passés ensemble. Je lui offris de rester brigand pour lui plaire. Tout, monsieur, tout, je lui offris tout, pourvu qu'elle voulût m'aimer encore. Elle me dit, t'aimer encore, c'est impossible, vivre avec toi, je ne le veux pas. La fureur me possédait, je tirai mon couteau, j'aurais voulu qu'elle eût peur et me demandât grâce, mais cette femme était un démon. Pour la dernière fois, m'écriai-je, veux-tu rester avec moi? Non, 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 dit-elle en frappant du pied, et elle tira de son doigt une bague que je lui avais donnée, et la jeta dans les broussailles. Je la frappai 2 fois. C'était le couteau du borgne que j'avais pris, ayant cassé le mien. Elle tomba au second coup sans crier. Je crois voir encore son grand œil noir me regarder fixement, puis il devint trouble et se ferma. Je restai anéanti une bonne heure devant ce cadavre. Puis, je me rappelai que Carmen m'avait dit souvent qu'elle aimerait à être enterrée dans un bois. Je lui creusai une fosse avec mon couteau, et je l'y déposai. Je cherchai longtemps sa bague et je la trouvai à la fin. Je la mis dans la fosse auprès d'elle avec une petite croix, peut-être ai-je eu tort. Ensuite je montai sur mon cheval, je galopai jusqu'à Cordoue, et au premier corps de garde je me fis connaître. J'ai dit que j'avais tué Carmen, mais je n'ai pas voulu dire où était son corps. L'ermite était un saint homme. Il a prié pour elle, il a dit une messe pour son âme. Pauvre enfant. Ce sont les Calais qui sont coupables pour l'avoir élevée ainsi. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage. N'hésitez pas à encourager ma petite chaîne et surtout à me témoigner dans les commentaires les grands classiques de la littérature que vous aimeriez entendre. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt.